Et nous rejoignent pour en parler donc Yann Algan, bien sûr, vous avez vu tout à l'heure, qui pourra aussi revenir sur tel ou tel point ou sur telle ou telle question. Nous accueillons également Florence Devoir de la Fondation Wikipédia, Gérard de la Martinière, président du comité de la charte et du don en confiance, Reine-Claude Madère, CLCV, la Confédération Consommation Logement Cadre de Vie, Serge Papin, le président de Système U, et Hugues Sibyl, vice-président du Crédit Coopératif. Normalement, tout le monde devrait être là. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Voilà. Gérard de la Martinière, je sais que vous devrez partir un tout petit peu avant la fin. On a à peu près 1h30 pour débattre et compléter ce qui a été dit et voir chacun, je dirais dans votre domaine, ce que vous considérez comme étant la confiance, ses limites, la manière dont elle doit se manifester, se développer et la manière de répondre à une forme de, c'est vrai, de défiance qui s'est installée dans le monde économique et dans celui des relations sociales et politiques aussi, et vous l'avez souligné, de la confiance dans les institutions et les promesses politiques également. Je voudrais, avant de rentrer dans le détail, peut-être chacun de votre perception dans votre activité, savoir s'il y a des réactions, si ce que vous avez entendu, aussi bien de la part de Yann Algan que de la part de Michela Marzano, vous inspire une réflexion, une question, un écho par rapport à la manière dont vous vivez ces questions. Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que quelqu'un souhaite... Allez-y, Hugues Sibyl, il y a un mot? Non, un mot sur ce que Yann Algan nous a dit. Donc c'est quand même un constat que j'avais lu, mais qui est assez terrible. Hein. On en sort un peu effondré. Alors, pour avoir un peu d'antidote, d'abord, je pense que dans vos travaux, ce que vous avez peu dit ce matin, il y a le rapport à l'État dans la société française, qui est un rapport assez particulier et qui fait peut-être partie du constat sur les problèmes de confiance. Et ce que j'observe moi dans les enquêtes, c'est que la structure dans laquelle les Français ont le plus confiance, ce sont les associations. Et il y a un gros niveau de confiance dans les associations dans ce pays. Peut-être que M. Lamartinière en parlera tout à l'heure. C'est peut-être à remettre en perspective de ce qui peut se passer par rapport à l'État. C'est-à-dire que les associations ont de la confiance en elles parce qu'on y a une voix, parce qu'elles ne sont pas trop lointaines, parce qu'on les connaît dans cette proximité. Et donc, je pense qu'il y a des facteurs aussi, peut-être dans la société française, d'un certain optimisme. N'oublions pas que la société française, c'est une société qui fait beaucoup d'enfants, c'est quand même un facteur de confiance. Je suis désolé, mais ça veut quand même dire quelque chose. Si on fait des enfants, c'est qu'on a quand même un peu confiance dans l'avenir. Et d'autre part, ce que vous avez dit à la fin, qui me paraît aussi essentiel, c'est que curieusement, les Français n'ont pas confiance dans les entreprises, mais par contre, ils ont confiance dans leur entreprise. Ils n'ont pas confiance dans les généralités, mais ils ont confiance dans des choses particulières. Je dis ça simplement peut-être parce que j'étais là, j'avais les épaules qui se voûtaient progressivement en regardant la succession de diapos que vous présentiez. Serge Papin. Bonjour. Écoutez, c'est une réflexion comme ça qui me venait en écoutant les intervenants. Au fond, la confiance, c'est la qualité du lien. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a une crise des liens dans cette société, au fond. Et si j'ose dire, une crise des représentations. C'est-à-dire, moi, je peux m'en apercevoir aussi en grenouillant dans les instances. C'est-à-dire, au fond, est-ce que le débat institutionnel en France, qui fait donc avancer les lois et donc qui forge la société, est un débat issu des représentations. Et la question qu'on peut se poser, et ce qui crée peut-être cette perte de confiance, enfin c'est peut-être une des explications, c'est est-ce que le politique représente vraiment le citoyen? Est-ce que le syndicat représente vraiment les salariés? Est-ce que le MEDEF représente vraiment le patronat? Est-ce que, voilà, on pourrait comme ça à l'infini, et on sent bien qu'il y a une déconnexion entre le citoyen, entre la population, si j'ose dire, et ses représentants. En tous les cas, je peux le constater, je vois, je vis dans des zones rurales, urbaines, je côtoie beaucoup de gens, j'écoute, et on sent bien que à l'origine quand même de cette crise, donc il y a une perte de cohésion de la société, et au fond, la représentation qu'on nous propose,
c'est une représentation de laquelle on doute. Et à ce moment-là, ça nourrit probablement, comment dirais-je, de la défiance. Enfin, voilà. Oui, Reine Claude Madère, je vous dis. On est dans ce premier moment un petit peu de réaction, puis ils vont nous dire ce qu'ils en font. Ah, le micro, normalement ça devrait marcher, allez-y, essayez. C'est 5. Eh bien écoutez, on va vous en donner un autre alors. Tiens, redonnez-moi celui-là, voilà. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez cette fois-ci. Oui, moi je dois dire que je retrouve assez bien dans ce qui est des propos qui ont été tenus par les intervenants précédents, disons l'ambiance que nous constatons dans les associations de consommateurs, parce que j'ai la chance d'appartenir à 20%, disons, pour lesquels on est satisfait. Alors donc, pour une fois, je ne vais pas bouder mon plaisir. Je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est d'avoir, disons, l'impression qu'ils vont pouvoir disposer à un moment ou à un autre, en face d'eux, de gens qui sont fiables, qui sont désintéressés. Je crois qu'on a une crise qui est vraiment très très importante vis-à-vis notamment des pouvoirs publics, vis-à-vis de la justice, etc. Parce qu'on a l'impression que les gens ne sont plus indépendants. On a l'impression que tout le monde, quelque part, a quelqu'un ou des intérêts supérieurs, si on peut les appeler comme ça, ou dépend de quelqu'un. Et les personnes qui viennent dans les associations et qui viennent nous voir, celles qui s'engagent, premièrement, parce que ça c'est un aspect optimiste qu'il faut souligner, il y a encore des personnes qui s'engagent pour des idéaux, qui ont peut-être, disons, qui ont envie de faire avancer les choses, ça c'est quelque chose de très important. Donc, mais ceci étant, sur la crise de confiance, je crois qu'il y a une crise de confiance quasi généralisée dans tout l'établissement, quel qu'il soit, et ça c'est véritablement une très grande inquiétude. Et j'ai relevé également dans les propos qui ont été tenus quelque chose qui m'intéresse moi beaucoup, c'est tout ce que peut faire l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu l'impression que nous sommes dans une période où il faut reprendre les choses à la base, qu'il faut repenser par exemple les pédagogies dans les écoles de manière à ce que les élèves reprennent confiance, parce qu'en fait, ce sens critique démesuré, cette perte de confiance, elle se manifeste y compris chez les enfants. Donc moi, j'ai des interventions qui ont eu lieu, et à la fois, disons, la perception d'un constat, et d'autre part, je trouve, disons, à l'intérieur de ces contributions, de quoi, disons, relever le gant, si je puis dire, pour aller vers plus d'espoir, parce que c'est de ça dont on a besoin à l'heure actuelle. Gérard de la Martinière, vous pouvez manifester votre... Je voudrais simplement dire que j'ai écouté attentivement les deux exposés. Il me semble que je n'ai pas entendu prononcer un mot que j'attendais un peu, qui est celui de tiers de confiance. Alors j'étais un peu frustré parce que c'est exactement le rôle qu'essaye de jouer le comité de la Charte, de pouvoir être un témoin public pour dire, voilà, nous avons vérifié un certain nombre de choses et vous pouvez faire confiance à telle ou telle organisation qui vous sollicite. Donc, est-ce que c'est parce que je me fais des illusions sur la capacité qu'on peut avoir à jouer ce rôle? Est-ce que c'est parce que ce rôle n'est pas forcément tellement important? C'est une question sur laquelle j'aimerais bien être éclairé. Florence Devoir, c'était vous aussi interpeller ou réagir à ce qu'on a entendu, puis on va demander à notre économiste et à notre philosophe de répondre à vos remarques. J'avoue que j'ai été absolument horrifiée en regardant... Horrifiée, c'est ça? Horrifiée par les schémas que vous avez montrés, donc je serais très intéressée pour les regarder en détail par la suite. J'ai quand même une réflexion. Il y a eu un sondage qui a été fait à la fin des années 2010 concernant l'activité des citoyens français sur Internet et sur la confiance qu'ils avaient en un certain nombre de choses. Il y avait en partie une question relative au paiement en ligne, aux achats en ligne, et on avait à peu près 50% des Français qui estimaient qu'ils ne pouvaient pas faire confiance dans tout ce qui était paiement et achat sur Internet. Et puis à côté de ça, donc il y a une constatation de confiance, et puis à côté de ça, il y a une constatation d'usage qui est que plus de 85% des Français, malgré tout, font des achats sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'aspect de confiance et le fait de se dire, malgré tout, on va prendre le risque et on va effectivement avancer. Et puis l'autre remarque, c'est celle qui est en rapport avec l'aspect de l'éducation.
c'est qu'aujourd'hui, Internet a cette particularité que la plupart des gens qui y travaillent et qui sont actifs ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés physiquement face à face, donc n'ont pas pu établir des liens physiques ou simplement craindre pour leur propre corps physique. Et pire que ça, souvent ils ne se connaissent pas du tout de nom, c'est-à-dire qu'on est anonyme ou sous pseudonyme. Et pourtant il y a des liens absolument fantastiques qui se créent, qui se nouent, et beaucoup d'associations qui sont actives, et beaucoup de choses qui se passent et qui émergent. Et je trouve que ça, personnellement, ça me donne plutôt un formidable espoir, parce que je trouve que les gens qui sont sur Internet sont en train justement de se détacher de cet état-providence et de toute cette autorité, et d'apprendre quelque chose qu'ils auraient pu apprendre à l'école, qu'ils n'ont pas appris à l'école, qu'ils apprennent maintenant à l'âge adulte. Donc je serais intéressée par des réactions par rapport à ça. Bon, vos remarques sont assez riches et assez diverses. Avant que vous ne répondiez, on est là dans le dialogue, et sur ce moment-là, si quelqu'un souhaite dans la salle intervenir, je ne sais pas, je vous rappelle que vous avez des petites fiches aussi sur lesquelles vous pouvez transmettre des questions. C'est possible, y compris à ce stade du débat. Voilà, on ne voit pas très bien, mais... Ah, il y a quand même une main qui se lève. Monsieur, c'est bien. Alors, je vous demanderai simplement de vous lever pour qu'on puisse vous voir, et je vais demander aux hôtesses qui ont des micros de l'apporter, et d'autre part, de vous présenter et d'être assez concis dans votre question, de manière à ce qu'il puisse y avoir le débat. Oui, Denis Willen-Desmaris, je suis récemment président du comité de région Midi-Pyrénées. Moi, je suis un petit peu comme madame qui est horrifiée, moi je suis consterné, parce que je ne pense pas que ça représente vraiment l'état d'esprit qu'il y a en France. On est dans un pays quand même parmi les plus riches. Quand on voit un petit peu ce qui se passe, quand on se déplace, moi j'ai vécu en Amérique et j'ai des cousins qui vivent en Russie, je vous garantis que là-bas on n'a même pas le droit de dire souvent ce qui ne va pas, ou quand on n'est pas content, qu'on a des problèmes. Alors ça m'étonne un peu. J'ai un vieux copain psychiatre qui me dit, quand il a des gens qui viennent le voir parce qu'ils ont des problèmes de stress importants, il dit commencez par fermer la télévision le soir à 20h, parce qu'on vous balance des catastrophes à n'en plus finir, et peut-être là déjà il y a un début de commencement pour arranger un petit peu les choses. Et en fait, je pense que c'est pas le français est gaulois, le français râle toujours, le français n'est jamais content, mais peut-être qu'il faut un peu relativiser quand même, à mon avis, le panel de ce que vous avez montré tout à l'heure. C'est une réaction à chaud, mais épidermique. Pour vous, on est dans une forme d'auto-flagellation permanente. Hein. Moi, je trouve, oui, et ça ne correspond pas, enfin, je sais pas, moi, je suis de Midi-Pyrénées. Sentiment que vous avez. Je crois pas qu'on soit, dans le monde aujourd'hui, les tout derniers pays où on se sent si mal, où ça va si mal, etc. Je dis pas que tout va bien, je reprends l'expression des bisounours tout à l'heure, tout à fait juste, mais peut-être un peu c'est excessif, et c'est peut-être un document un peu à charge, je crois, plus que vraiment juste de ce qui se passe aujourd'hui. Merci de votre réponse, de votre question, pardon. La réponse à venir. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Je ne vois pas pour l'instant, mais c'est vrai. Si. C'est ici, par là. Ah, pardon. Allez-y. Merci de vous lever et de vous présenter comme votre prédécesseur. Je suis prêt, d'accord. Oui. Oui, bonjour. Laurent Pasteur, coopérative d'information. Une question très simple, c'est la corrélation éventuelle qu'il pourrait y avoir entre le manque de confiance et l'intelligence de la situation. Est-ce que la question du doute, est-ce que la question de la précaution est forcément un défaut? Et est-ce que finalement il n'y a pas une pertinence qui n'est pas forcément paralysante dans l'existence et qui au contraire peut faire avancer, qui est de ne pas faire confiance a priori, mais pas forcément pour rester en place, simplement pour construire autrement et avec plus d'attention. Pas une défiance d'inaction, mais une défiance d'action ou de réflexion qui précède une démarche plus positive. Alors, pardon, il y avait une question ici. Pardon, je vous avais oublié. Ici, là, de ce côté. Parce que je vois pas bien, c'est pour ça. Sur la gauche, là. Donc, Dominique Martin-Ferrari, journaliste. Je voulais demander donc à M. Gans les conditions un petit peu de constitution de son panel. C'est-à-dire, j'ai un peu l'impression quand même que la culture anglo-saxonne est extrêmement présente dans les critères qui ont permis de conduire votre étude, et j'aimerais bien donc que vous nous en disiez quelque chose, et notamment notre différence de culture sur la gouvernance entre cette culture de la gouvernance anglo-saxonne et la nôtre, latine. Et je crois que cette dimension culturelle peut-être contribue à faire cette différence
étonnante que vous nous présentez et qui, enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment vous avez élaboré vos panels? Donc ça s'adresse plus à Yann Algan, hein, je pense, votre question. Hein, voilà. Hein, c'est plus pour vous, je pense, sur la question qui était posée sur le panel statistique que vous avez utilisé, si j'ai bien compris. Bon, vous voyez bien la tonalité des questions ou des remarques qui peut-être font ressortir une forme de critique quant à votre excès de pessimisme ou à votre regard un peu trop sombre, notamment Yann Algan, sur la société française et son état aujourd'hui, d'autant qu'on pourrait ajouter que dans la première phase, en tout cas, de la crise, la France, qui est censée être la société la plus défiante selon vos critères, s'en est plutôt un peu moins mal sortie que d'autres qui le seraient moins. Alors Yann Algan peut-être d'abord, et puis Michela Marzano ensuite. Vous répondez assez brièvement pour qu'on puisse poursuivre le débat, mais parce que, vous voyez, ressort de toutes ces réflexions quand même une forme de réaction à l'ensemble de vos propos. Très bien, merci beaucoup pour l'ensemble de ces réactions et de me donner l'occasion de pouvoir enrichir moi-même ma compréhension de ce phénomène complexe qu'est la confiance. Donc, je pense que j'aurais du mal à rentrer dans le détail de toutes les remarques. Elles sont toutes riches. Je vais essayer un peu de m'en tenir à 3-4 grandes lignes. Bon, la première grande ligne, c'est je ne veux surtout pas vous horrifier. D'une certaine façon, c'est étonnant parce que moi j'ai écrit un livre qui s'appelle La société de défiance, mais j'aimerais maintenant travailler, le vrai titre, c'était plutôt La fabrique de la confiance. Pour revenir, il y a 2 points. Tout d'abord, que vous considériez que finalement les choses ne vont pas si mal en France, etc. Parfait, c'est très bien et on a besoin d'optimisme, ou que c'est juste un problème de télévision, ou la télévision serait beaucoup plus mauvaise en France que dans d'autres pays, parfait. Il me semble que malheureusement que le problème est un peu plus grave, qu'effectivement on a maintenant des enquêtes statistiques extrêmement précises, qui ne sont pas uniquement des enquêtes d'opinion, sont des travaux qui se basent véritablement soit sur des expériences naturelles, telles que par exemple la crise H1N1 était là pour montrer à quel point non seulement les Français sont les citoyens qui se sont le plus défiés de leur autorité publique sur la gestion de cette crise, mais aussi la façon dont les institutions publiques sont le plus défiées des corps intermédiaires et des Français pour pouvoir véritablement se faire vacciner. Vous avez énormément d'expériences de ce type-là. Vous avez aussi après des protocoles expérimentaux encore plus précis, où on essaye de mettre dans des situations d'interaction les individus, et on s'aperçoit que les Français à chaque fois se comportent, ont du mal à faire confiance, mais pas parce que ça tombe du ciel, mais parce qu'ils attendent aussi peut-être moins dans la réciprocité des autres. Il y a aussi maintenant des études quand même très très précises sur les suicides à l'école. On est le pays où les taux de suicide à l'école sont les plus élevés dans l'Europe. On a des études même sur les taux de suicide. À chaque fois on n'arrête pas de citer les pays scandinaves, mais les Français sont au niveau du taux de suicide le plus élevé chez les femmes et au 2e rang chez les hommes. Donc vous voyez, moi, il ne me semble pas que ce soit juste un fantasme. Maintenant, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que bien sûr, ce n'est pas un problème culturel, ce n'est pas quelque chose, et là-dessus je vous rejoins complètement, arrêtons avec cette idée du français à chaque fois querelleur, gaulois. Je pense que si les Français sont insatisfaits, se défient de leurs institutions, c'est parce que ces institutions dysfonctionnent. S'il y a un malaise, si un écolier sur 2 se sent ne pas appartenir à son école, et ça se manifeste une nouvelle fois par des absentéismes beaucoup plus importants que dans l'ensemble des pays européens, c'est parce qu'il y a un véritable problème à l'école, de la même façon par rapport aux entreprises, de la même façon par rapport à l'État. Donc j'aimerais surtout insister là-dessus. Alors après, donc on n'est pas dans un problème culturel, mais dans un problème politique. Exactement, dans un vrai problème, et donc le message d'espoir, c'est qu'on a des leviers d'action concrets. Alors ces leviers d'action, je ne sais pas, vous voulez que je commence à répondre un peu aux questions, ou je laisse la parole? Peut-être qu'on va laisser un petit peu s'exprimer. Michela Marzano, peut-être une réaction à l'ensemble de ce qui s'est dit. On fera un peu le tour de vos collègues. Et puis oui, moi je voulais juste on terminera par les propositions et le positif. Tout à fait. Oui, je voulais réagir à 2 points. À l'avant-dernière question par rapport au doute étant nécessaire pour avancer. Je suis parfaitement d'accord. On a besoin de pouvoir douter, mais la question qui se pose est de quel doute s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un doute, comme dirait Descartes, méthodique, ou est-ce qu'il s'agit d'un doute
systématique. Alors, vous savez, la connaissance ne peut naître qu'à partir du doute. Alors, c'est pas la peine, je ne vous répète pas les schémas des Descartes, mais en même temps, juste pour le rappeler, pour pouvoir arriver à une connaissance certaine, il faut pouvoir douter de ce qu'on apprend. Et c'est parce que je doute que j'ai au moins une certitude, celle que je suis en train de penser, et c'est parce que je pense que j'ai la certitude d'exister. Et à partir de là, on a la construction de la connaissance. De ce point de vue, le doute, évidemment, est important d'un point de vue épistémologique, mais aussi d'un point de vue existentiel. On ne peut pas faire comme un enfant qui a tout de suite tendance à se fier du premier venu. Mais les doutes ne peuvent pas devenir un doute systématique, parce que sinon on tombe dans les complotismes. Il y a de plus en plus de gens qui ne croient plus en rien, parce qu'à force de douter, les doutes deviennent les buts même du système. Et là, c'est pour me relier un peu au tableau sombre. C'est un tableau sombre, mais il ne faut pas non plus être dans les dénis. Alors, je crois que depuis, dans d'autres pays aussi, les degrés de confiance a baissé. En Italie, en Grèce, aux États-Unis, en Angleterre, mais c'est un fait. Parce qu'après, si on est dans les dénis de ce qui est en train de se passer, comment expliquer, par exemple, la montée du populisme, des populismes, ou même tous ces mouvements des indignés. Alors en France, ça n'a pas tellement pris. Très bien, j'aurai des explications, mais ce n'est pas le lieu d'en donner. Mais si vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, en Italie ou en Grèce, avec des 200 000 personnes qui ont manifesté, il y a cette indignation qui est très forte, qui va alimenter les populismes, parce qu'on ne croit plus à nos représentants. Et il y a la question de la représentation. Et pour quelle raison on n'a plus confiance dans nos représentants? C'est parce qu'ils nous ont menti. Alors, c'est une chose, la faute peut arriver, ça peut arriver de ne pas être capable d'être tout le temps à la hauteur de la parole donnée, mais quand on ment systématiquement, est-ce qu'on peut oublier les promesses qui ont été faites? Et ce n'est pas pour rentrer dans une polémique politique, mais les promesses qui ont été faites en 2007 pendant la campagne électorale et qui n'ont pas été tenues. Alors, vous pouvez dire, oui, mais la situation a changé, mais on savait pertinemment on sait pertinemment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas promettre, parce qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas à la hauteur, on ne peut pas non plus répondre à toutes les attentes. D'où la nécessité de sortir d'un piège, au moins d'un point de vue politique, qui est celui du volontarisme poussé à l'extrême. Alors, il ne s'agit pas d'être dans l'immobilisme. Il faut évoluer, il faut changer, il faut proposer des politiques concrètes qui puissent changer les choses. Mais il ne faut pas se berner dans l'illusion qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. Parce que c'est ça qui... Quand j'ai parlé d'une idéologie, il y a aussi cette idéologie du fait qui consisterait à croire qu'il suffit de vouloir pour pouvoir ensemble, tout est possible. Non, je suis désolée, tout n'est pas possible. Et on l'a vu ici, mais on l'a vu aux États-Unis aussi. Yes, we can, mais il ne suffit pas de dire je veux quelque chose pour que quelque chose arrive. La crise a été un retour en force de la réalité avec ses contraintes. Alors si on ne prend pas en compte la réalité avec ses contraintes, et donc on essaie d'avoir un discours qui soit vrai, et bien après on a le sentiment d'être systématiquement trahi, donc on doute tout le temps, et donc après on est dans les cercles vicieux d'une méfiance dont on n'arrive pas à sortir. Oui, c'est un peu tout le problème d'ailleurs des campagnes politiques. On croit qu'on est à un moment où, comme on disait en 2007, tout devient possible. Enfin, on a du mal à échapper à la prise en compte de la réalité dès lors qu'on est dans une campagne électorale, parce qu'il y a eu des promesses en 2007, mais il y en a eu en 2002, il y en a eu en... Oui, une seconde, mais au même temps, vous voyez que là, justement, pour quelles raisons les indignés peut-être sont en train de prendre moins en France? C'est parce que les discours politiques ont commencé à changer. On n'est plus en train nécessairement de promettre la Lune. On est en train de se dire, écoutez, on est face à des vrais problèmes, et donc je ne vous promets pas un lendemain qui va chanter, mais je vous promets aussi des efforts. Les discours ont complètement changé. Ce qui n'a pas changé, c'est qui n'est pas vrai en revanche en Italie, où effectivement on a encore quelqu'un qui continue à rêver d'un monde improbable où il va faire réussir l'Italie comme si c'était une entreprise. Et on a vu les résultats désastreux. Alors on va voir vos questions, et je les rapporterai tout à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup qui sont prospectives sur les moyens de redonner confiance. Ce sera la dernière partie de notre débat. Je voudrais me tourner vers Gérard de la Martinière, inspecteur du Trésor, ancien directeur général du groupe AXA, vous avez présidé la Fédération des sociétés d'assurance, et aujourd'hui vous êtes président du comité de la Charte, là, depuis 2010, qui est un comité qui a été fondé il y a une vingtaine d'années maintenant, après
véritable crise de confiance dans le monde associatif du don, dans le monde des associations qui font appel à la générosité publique. Et à partir de 89, vous avez fédéré un certain nombre d'associations, il y en a un peu plus de 70 aujourd'hui, ou fondations qui font appel à la générosité du public. Je crois que tous ceux qui font partie du comité de la charte représentent quand même à peu près 1,2 milliard d'euros de dons par an, et donc qui s'engagent sur un certain nombre de principes. Vous publiez d'ailleurs ce matin même, c'est un peu le scoop ou l'exclusivité pour ces rencontres, le nouveau baromètre que vous faites de la confiance, avec un certain nombre de données détaillées. Vous allez nous en donner quelques lignes directrices. Alors, j'ai envie de vous demander, justement, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, est-ce que vous-même vous avez signalé sur le tiers de confiance, par rapport à cette perception qu'il y a d'une société française très défiante, et en même temps la volonté qui a manifeste de la part de ceux qui sont dans cette salle de dire qu'il y a des ressorts malgré tout pour retrouver la confiance. Comment vous sentez l'évolution des Français par rapport à cette situation très particulière du don, et où il y a une crise de confiance très grave, où on semble s'en être au moins partiellement relevé depuis quelques années? Le comité de la charte, c'est plus précisément le comité de la charte du don en confiance. Donc la confiance, c'est véritablement notre préoccupation principale. Comment faire pour susciter, reconstituer ou développer la confiance des Français dans le secteur associatif, pour nourrir les flux d'une générosité qui a encore des progrès significatifs à faire, puisque nous sommes en comparaison internationale, loin en arrière de la plupart des autres pays, et compte tenu des contraintes qui pèsent sur les finances publiques aujourd'hui, nous aurons besoin de développer considérablement la générosité pour suppléer, compléter, relayer la crise des finances publiques. La bonne nouvelle, c'est effectivement qu'après une période où on avait observé une certaine dégradation du degré de confiance des Français dans les associations et fondations, nous observons cette année une remontée significative et qu'il faut saluer, qui est d'autant plus intéressante que le contexte général, comme ça a d'ailleurs été largement souligné, fait ressortir que dans l'esprit des Français, la confiance est une valeur en baisse. Alors ce léger redressement est encourageant, il nous invite à faire encore beaucoup mieux, parce que ça reste manifestement quelque chose de limité et de fragile. D'abord, on est plutôt dans le domaine du plutôt confiance que du tout à fait confiance, qui est quand même une nuance importante. Deuxièmement, on est aux environs de 50% de confiance, ce qui veut dire qu'il y a quand même un potentiel tout à fait considérable de montée. Troisièmement, et c'est un point qu'on a essayé de faire ressortir dans notre enquête, la fragilité de cette confiance est un élément tout à fait important, parce que dès qu'on interroge les gens sur les facteurs de défiance, ils ont toute une série de choses à raconter, et même si la défiance n'interrompt pas forcément la dynamique du don, elle est quand même une menace permanente par rapport à ce que sont les besoins du secteur associatif. L'autre point que je voudrais souligner, c'est que dans les ressorts de la confiance, ce qui ressort très clairement, c'est la nécessité d'avoir la certitude que les bénéficiaires des dons font l'objet d'un contrôle par un tiers, objectif, neutre, permet d'avoir une certaine sécurité sur la façon dont sont utilisés les dons. Et puis le dernier point, c'est que, et nous avons là aussi essayé d'apporter un éclairage particulier, c'est que les jeunes font partie de cette dynamique du don, ce qui n'était pas totalement évident, sont présents, sont évidemment beaucoup plus influencés par ce qui se passe sur l'Internet que leurs aînés, et c'est probablement un des domaines dans lesquels une exploration complémentaire est importante, de façon à essayer de trouver les nouveaux ressorts de la confiance des donateurs. Justement, quels sont pour vous, vous avez cité le contrôle, c'est peut-être pas le seul, les principaux critères aujourd'hui de confiance, parce que c'est intéressant, ce que vous vivez dans ce domaine du don en confiance peut peut-être être transposable à d'autres domaines, à travers ce que vous observez du comportement des Français, et aujourd'hui aussi, en même temps, quels sont les principaux risques ou les principaux facteurs de possible perte de confiance? Ce qui ressort très nettement de l'enquête, c'est que la perception des missions et des valeurs qui sont proposées par les organisations qui sollicitent la générosité française, elle est bonne. Les gens comprennent bien ce qu'ils font, adhèrent à leurs valeurs, adhèrent à leurs projets. L'opinion est plus réservée sur le volet rigueur de gestion,
transparence, il y a un certain nombre de choses qui ressortent et qui nécessitent des améliorations. Et le dernier point, c'est que il y a encore une recherche, je dirais, de la bonne nature de la relation qui doit s'établir entre les organisations et leurs donateurs. Ni trop peu, suffisamment clair, pas trop intrusif, etc. Donc là, il y a aussi un domaine d'exploration. Et puis, je dirais que sur le volet méfiance, ce qui est très caractéristique, c'est premièrement que la rémanence de la perception des accidents est extrêmement longue et extrêmement forte. Lorsqu'il se produit un accident médiatisé, ça a une trace très profonde, très large et très forte sur l'ensemble du secteur, d'où la nécessité absolue d'avoir une démarche collective de prise en charge de l'entretien du capital de confiance. Ça ne peut pas être fait par une organisation prise isolément, ça doit vraiment être pris en charge par l'ensemble du secteur. Alors on reviendra, j'imagine, sur d'autres aspects encore, mais je me tourne vers votre voisine, qui est Reine-Claude Madère, pour peut-être introduire votre propos par une question qui nous est posée sur Internet, puisque vous avez la possibilité de le faire ce matin. Il est souvent difficile, alors c'est Mathieu Coste, il est souvent difficile d'avoir des infos fiables qui permettraient d'avoir confiance. Chaque organisation devrait fournir des chiffres, des éléments sur ses process de démocratie interne afin de rassurer les consommateurs. Oui, alors je crois que tout le monde sait que Internet c'est le meilleur et le pire, ou ça peut être le pire, pour une raison extrêmement simple, c'est que Internet a complètement changé l'accès à l'information pour les consommateurs, pour nous tous donc. Mais ceci étant, sur Internet, on trouve à peu près tout ce qui peut se trouver, qui a été mis par des gens quelquefois bien intentionnés, quelquefois mal intentionnés. Bon, donc ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est qu'il y a sur Internet un certain nombre d'informations donc qui sont le fait de particuliers où là véritablement les gens apportent ça a une valeur disons relative, et puis ensuite il y a tout un effort qui a été fait de la part de certains de mettre en place par exemple des comparateurs. Les associations de consommateurs comme la mienne mettent un certain nombre d'informations en ligne, ont des sites par exemple dans le domaine de l'alimentation pour en prendre un, mais nous avons également un site sur la copropriété, etc., etc. Bon, nous avons également des sites qui sont à l'initiative des professionnels, et là, véritablement, il y a certainement lieu, disons, de prendre un certain nombre de mesures afin d'être sûr que les informations qui sont données non seulement sont crédibles, mais également, disons, n'ont pas fait l'objet d'une sélection de façon à promouvoir telle ou telle entreprise. Donc, de l'information sur Internet, il y en a beaucoup. Le problème du consommateur aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir l'information, c'est de trier l'information. Et nous, associations de consommateurs, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est notre mission principale, c'est d'essayer de donner ou de choisir parmi cet amas d'informations diverses qui circulent, des informations qui soient valables. Mais Internet, disons, pose un problème, c'est-à-dire que lorsqu'une personne venait nous voir dans une association comme la mienne, elle admettait que l'on fasse une recherche, d'avoir affaire, disons, à une première personne, puis à un juriste, etc. Aujourd'hui, la personne qui s'adresse à Internet pour avoir une réponse, elle veut avoir une réponse dans l'instant. Donc, par conséquent, on est dans un autre système, et la rapidité, eh bien, ce n'est pas toujours la fiabilité, il faut en être sûr. Ceci étant, il est évident qu'il y a beaucoup à faire, mais que faut-il réguler Internet? C'est une vraie question, je ne vais pas apporter la réponse parce que je crois que personne ne l'a. On souhaite tout simplement qu'il ne soit pas un lieu, disons, d'échange complètement erroné. On y reviendra avec Florence Devoir. Juste, il y a eu un petit malentendu, c'est que j'ai parlé d'une question sur Internet, mais je voulais dire une question via Internet, qui nous est arrivée via Internet, mais qui ne portait pas exclusivement sur le domaine du commerce en ligne, et qui était plus large sur la qualité des informations qu'on peut avoir de la part de ceux qui s'adressent aux consommateurs. Et justement, je prolonge la question, c'est que par rapport à une réflexion qui a été faite, je crois, par Michela Marzano, on est probablement en France, en parlant de loi et de régulation par rapport à la confiance, un des pays qui a, au fil des ans, et CLCV existe depuis un demi-siècle, accumulé le plus de règles, de lois, de protection du consommateur. Je crois qu'on est un de ceux en Europe qui est le mieux armé, un des pays en Europe qui est le mieux armé en termes de législation de protection du consommateur, des GCCRF, des autorités indépendantes type autorité de la concurrence, etc. Comment expliquez-vous la méfiance, pour ne pas dire toujours la défiance, toujours aussi forte,
malgré cet arsenal législatif qui est censé redonner confiance des consommateurs qui se manifestent quand ils s'adressent à eux? C'est relatif. Enfin, c'est vrai que nous sommes l'un des pays qui a le plus haut niveau de protection des consommateurs. C'est absolument incontestable. Ceci étant, je dirais que c'est dans les textes. Bon, un certain nombre de textes sont appliqués, d'autres le sont moins, voire même pas du tout. Donc nous avons un problème, disons, d'encadrement législatif et réglementaire dont on peut dire que, sauf qu'il doit être toujours amélioré parce que, comme on sait, les faits précèdent le droit. Ceci étant, le problème, c'est le problème de l'application. Bon, donc, et alors, de la connaissance des textes. Quand vous êtes un consommateur, personne ici ne connaît la totalité des textes existants. Moi, quand j'ai commencé dans la consommation il y a déjà quelques années, le code de la consommation n'existait pas. Il y avait 2 ou 3 lois qui existaient. Aujourd'hui, sur mon bureau, j'ai un code de la consommation qui fait quelques milliers de pages. Donc, par conséquent, qui peut connaître la totalité de ces textes? Donc, les consommateurs ont l'impression d'être, comment dirais-je, protégés, mais ils ne savent pas exactement comment, jusqu'à quel point. Donc, par conséquent, là, il y a, disons, une véritable demande, en tous les cas, d'information, ça c'est certain. Ensuite, les textes ne sont pas toujours appliqués, c'est absolument une réalité. Et là, à partir de ce moment-là, bon, on a une question qui est pendante depuis très longtemps dans le mouvement consommateur, c'est d'avoir, disons, les moyens pour pouvoir faire appliquer les textes. Tout à l'heure, dans la discussion, on a dit que l'on avait maintenant une tendance à la judiciarisation. C'est vrai que... Mais il ne faut pas oublier qu'en face de ça également se développent des systèmes de médiation. Le grand problème du consommateur aujourd'hui, c'est donc de faire respecter ses droits, d'avoir les moyens, notamment judiciaires, de pouvoir le faire. Vous savez qu'il y a une grande discussion sur l'action de groupe qui est depuis très longtemps pendante au niveau français et au niveau européen, parce que certains pays disposent de cette procédure et d'autres n'en disposent pas. Et que va apporter cette procédure? Eh bien, tout simplement, elle permettra, disons, à un groupe de consommateurs qui ont été lésés par un même professionnel pour un même dossier, enfin un même cas, d'obtenir réparation de leur préjudice. Parce qu'à l'heure actuelle, pour les consommateurs, les choses sont simples. Ils se disent, dans le fond, c'est pas très grave, chacun perd 10 euros ou 5 euros dans un cas, mais quand on ajoute, par exemple, les 5 ou 10 euros qu'ont perdu les clients de tel ou tel opérateur téléphonique et que l'on multiplie par le nombre de personnes concernées par le contrat, à savoir 2,5 millions, on voit que les pouvoirs publics ont fait le choix, disons que la réparation ne soit pas faite, de façon à ne pas gêner les entreprises vraisemblablement, et, comment dirais-je, les consommateurs en supportent chacun pour leur part une petite quote-part. Donc, par conséquent, ça ne sert pas la confiance, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, des textes, oui, pour résumer mon propos, mais appliquons-les, ça arrangera les choses, et les gens se sentiront sécurisés dans leurs transactions. Parce que lorsqu'ils sont sécurisés dans leurs transactions, les consommateurs français, il suffit de regarder les chiffres de la consommation, ne sont pas si mécontents que ça. Mais il y a l'idée que trop de lois pourraient tuer la confiance, qu'à la limite cette action de groupe conduirait plus à une judiciarisation excessive du monde de la consommation qu'à un véritable rétablissement de la confiance vis-à-vis du consommateur. Et pour l'instant d'ailleurs les gouvernements successifs... Enfin, écoutez, il y a des discussions qui ont lieu, non seulement, bon, j'en parle comme ça incidemment aujourd'hui, mais c'est des discussions qui ont lieu depuis je ne sais combien d'années. On ne peut pas dire que parce que l'action de groupe existerait, ça se judiciariserait. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que les professionnels qui sont ceux qui ont de mauvaises pratiques, qui savent qu'il existe une procédure de ce genre, dès lors que cette procédure est encadrée, ils regarderont, pour parler familièrement, à 2 fois avant de faire à peu près tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas, disons, de partir à l'attaque de toutes les entreprises de France et de Navarre, voire de l'Europe. Il s'agit tout simplement de demander d'avoir réparation contre des entreprises qui ont des pratiques condamnables. Les autres, il n'y a aucune raison, disons, d'aller les mettre devant telle ou telle juridiction. Donc, voilà, donc pour vous, ce serait un élément de réassurance et de confiance supplémentaire? Eh bien, je pense que c'est une question de savoir que si le professionnel avec lequel vous avez passé un contrat ne tient pas ses engagements, et si vous êtes lésé encore en plus, eh bien, à partir de ce moment-là, il doit pouvoir y avoir, pour le consommateur, une réparation, et à partir de ce moment-là, les gens se diront, bon, bah, ça existe, et ils n'ont pas intérêt, disons, à essayer de me donner un contrat qui n'est pas valable. Serge Papin, président PDG de Système U, 4e distributeur alimentaire français, je rappelle à peu près 1400 points de vote en France. Sur ce point là très précis de l'action de groupe ou d'une forme finalement d'arsenal législatif qui est très large mais qui ne rassure pas le consommateur.
Je sais pas, c'est pas dans notre quotidien pour l'instant, ce genre de choses. Juste pour répondre, confiance, c'est comme ça, je regardais dans le dictionnaire, ça veut dire espoir aussi, l'étymologie du mot confiance. Donc si on peut renouer entre confiance et espoir, je trouve que c'est intéressant. Nous, évidemment, on est une coopérative. Systému, c'est un peu différent des autres. Il se rapproche en cela sans doute du crédit coopératif. On a une organisation qui fait que les patrons de magasins, j'ai moi-même un magasin, sont en même temps les dirigeants de cette coopérative. Donc on est, je crois, à la fois à l'écoute et dans l'action plus rapidement. Et on essaie effectivement de renouer la confiance avec l'ensemble des acteurs du marché, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir ici ou là une perception plutôt de défiance. Alors on pourrait parler longuement des dispositifs qui peuvent être mis en place. Moi j'en retiendrai un dispositif à titre d'exemple pour essayer de renouer cette confiance. On a essayé, nous, de prendre une posture en se disant, au fond, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le commerce, puisqu'on est des commerçants, voilà, puisse profiter à tous, alors même qu'on voit bien qu'on est plutôt dans l'antagonisme aujourd'hui, entre les pouvoirs publics qui pointent du doigt ici ou là, parfois les associations de consommateurs, parfois aussi à juste titre. Donc on a l'impression d'être en opposition, et au fond, ça symbolise cette société française, vous le disiez, qui est corporatiste, et finalement, où on oppose les gens. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rassembler, plutôt que d'opposer? Et à ce moment-là, ça nourrira peut-être la confiance. Et on s'est dit, prenons tous les acteurs de la filière, et changeons les choses. Ouvrons des voies de progrès, changeons de paire de lunettes. Alors, ça va du producteur agricole. On s'est dit comment accompagner la réforme de l'agriculture qui est en cours, comment les agriculteurs puissent continuer à vivre dignement. On a donc des exemples précis, je ne veux pas être trop long, mais où on contractualise maintenant directement avec des agriculteurs. C'est nous qui payons par exemple le lait qui est acheté aux producteurs laitiers plus cher qu'il n'est payé dans des circuits conventionnels, et en parfaite transparence sur un litre de lait par exemple, entre un prix payé à l'agriculteur, 43 centimes d'euros en l'occurrence, une PME française qui le met en bouteille, des commerçants, en l'occurrence qui le vendent, c'est du lait bio 99 centimes d'euros, on a contractualisé sur 11 millions de litres avec 700 agriculteurs. Ça ne s'était jamais fait. Vous voyez que c'est des choses nouvelles qui font qu'à ce moment-là, on prend en compte, là aussi, une chaîne d'une manière différente. On a aussi des engagements avec les PME, parce qu'on s'est dit comment faire un commerce qui profite à tous si les PME françaises qui fabriquent les produits et qui sont au cœur des enjeux, je le dis aussi par parenthèse, parce qu'on met souvent dans ce pays en avant les grands groupes internationaux, malheureusement, ce n'est pas eux qui vont créer des emplois. Qui vont, et je ne leur fais pas de reproche, mais sur le marché mondial, plutôt de la délocalisation en France que la création d'emplois. Et on s'est dit comment on peut redynamiser l'emploi et les PME françaises, en essayant tout simplement d'ouvrir nos linéaires à ces produits. Et c'est aussi simple que ça, et de donner une visibilité à long terme sur les engagements qui vont être les nôtres. Et de nouveau, pour nos produits, à notre marque, on a changé la façon d'être et la façon de voir. Et vis-à-vis des consommateurs, je ne veux pas être trop long, on s'est dit comment rétablir la confiance. On a essayé, il y a des produits qui font l'objet de controverses. Il y a des ingrédients qui sont mis dans les produits, qui créent des doutes. On a été les premiers, par exemple, à enlever les parabènes dans les cosmétiques, le bisphénol dans les bisphénol, on en parle pas mal en ce moment. L'aspartame, on vient de dire qu'on enlève l'aspartame à partir du mois de janvier, parce qu'il y a de la controverse. Donc voilà, on a pris des postures fortes. Dans vos produits, hein? Dans nos produits.
C'est-à-dire les produits marques. Les produits, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les produits quand même. Hein, on n'est pas dans le bricolage, on est vraiment dans le marché de masse. Donc, faire du commerce un commerce qui profite à tous, c'est essayer de faire ça. C'est changer le regard sur les choses. Et je pense qu'on est en train, on progresse aussi assez bien, on est en train de renouer avec cette confiance. Parce qu'on s'engage sur des postures qui nous paraissent sincères. On le fait avec un certain, je le dis sans béatitude, mais avec un certain altruisme. Comment faire en sorte que les consommateurs s'y retrouvent, avec les problèmes de pouvoir d'achat qui sont les leurs, mais en équilibre aussi avec la PME qui va fabriquer, avec laquelle on va s'engager, avec laquelle on va donner de la visibilité, avec le producteur agricole à qui on dit, ben voilà, peut-être qu'il faut trouver cette troisième voie pour produire entre ce qui se faisait d'une manière conventionnelle, entre le bio qui est peut-être un peu cher, trouvons cette troisième voie ensemble pour garantir à vous un revenu et un produit de qualité aux consommateurs. On le fait, on l'écrit. Et on le dit, même y compris en pub à la télé. Et je pense que ce sont des choses comme ça. C'est symbolique, évidemment, hein, c'est de l'alimentation, mais si j'ose dire, d'une certaine manière, les gens, ils votent avec leur caddie. Parce que quand ils achètent des produits locaux versus des produits internationaux, c'est une façon de dire, je tiens à mon bidon. C'est un acte politique aussi. Et donc, quand il y a des engagements comme ça, si chacun les prend à son niveau, etc., ben, je pense que ça sera de nature à ramener la confiance. Voilà. Yann Algan, est-ce que ça illustre ce que vous disiez tout à l'heure sur la décentralisation, c'est-à-dire la prise de décision au plus près du citoyen et du consommateur, ou une démondialisation, pour reprendre un mot qui a fait polémique, qui aurait quand même de grandes limites? Je sais pas. Arnaud Montebourg a fait 17% sur le capitalisme coopératif. Hein. J'ai mangé avec lui avant, c'est drôle, j'ai pas trouvé ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche-là, où on voit bien qu'il y a une décision au plus près du consommateur, mais aussi des producteurs? Je ne sais pas si... Oui. Non, je pense qu'effectivement, ce sont des initiatives extrêmement importantes. Et d'une certaine façon, que vous minimisez en parlant, c'est peut-être juste symbolique, je pense au contraire, on s'aperçoit à quel point la perception, ce qu'on appelle maintenant tout un courant d'économie behaviorale, comportementale, s'aperçoit que c'est bien dans ce type d'initiative simple, de transparence ou de proximité, que le regard des citoyens, des consommateurs, des employés peut changer. Alors, il y a énormément d'expériences. Je vous donne juste, par exemple, quelque chose qui n'est pas directement lié avec... Enfin, je vais vous donner deux exemples sur ce point. L'un sur la lutte sur le gaspillage énergétique et en particulier de l'eau propre. Certains États aux États-Unis, tels que l'État de Californie, a essayé un nombre incroyable de campagnes pour pouvoir responsabiliser les différents citoyens. Donc parfois c'était par des taxes très très importantes, parfois c'était par des discours au contraire un peu plus angéliques en faisant attention, ne brûlons pas notre terre, etc. Et finalement ce qui a le mieux marché, c'était le fait de mettre chez tous les Californiens un petit smiley, une espèce de petite figure jaune, qui au fur et à mesure que les consommateurs, les habitants californiens utilisaient de l'eau chaude ou froide, petit à petit se mettaient à froncer le sourcil. Et ça a eu un impact absolument considérable, ça a diminué de pratiquement un tiers la consommation d'eau. Donc vous voyez, sur des choses comme ça un peu locales, sont extrêmement importantes. Maintenant, j'aimerais juste insister, je pense qu'effectivement il y a une relation, vous avez tout à fait raison, beaucoup plus de confiance beaucoup plus importante des Français vis-à-vis des associations, vis-à-vis de la proximité. La confiance dans des institutions ou dans des personnes que vous ne connaissez pas est toujours beaucoup plus abstraite et beaucoup plus dure et peut se trahir beaucoup plus important de façon beaucoup plus rapide. Et dans ce cas-là, ce qui est essentiel, c'est la représentativité. Et si les Français ont une très grande défiance dans leur pouvoir politique, alors bien sûr, c'est parce que parfois ils mentent, mais d'une certaine façon, le mensonge est un peu commun à l'ensemble des pouvoirs politiques. Je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental, enfin plus important dessus, qui sont dans les règles de fonctionnement. Si les Français se défient du fonctionnement de leur syndicat, c'est parce que le syndicalisme n'est pas représentatif. Et s'il n'est pas représentatif, c'est parce que les syndicats ne sont pas suffisamment implantés dans les petites entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont strictement aucune incitation à le faire. Il n'y a pas de transparence sur les sources de financement. On est les seuls syndicats en Europe où l'essentiel des sources de financement, premièrement, vous n'avez pas à le déclarer, et deuxièmement, ne vient pas des financements des militants, mais beaucoup plus des mises à disposition ou du gestion de la sécurité sociale, ce qui, bien sûr,
entraîne un problème dans le dialogue social, dans la représentativité. De la même façon, je parle aussi des syndicats du côté des patronats, hein. De la même façon, ouais, pareil, du côté des syndicats, du côté, excusez-moi, de la représentativité des hommes politiques, encore une fois, on est l'un des seuls pays où le cumul des mandats est autorisé. Je vous rappelle que quand même 80%, soit des sénateurs ou des parlementaires, cumulent un mandat local. Ce qui est, encore une fois, une singularité dans l'ensemble des pays européens. Le cumul des mandats est interdit dans pratiquement tous les pays. Et le fait d'avoir des doubles mandats vous rend beaucoup plus, premièrement, beaucoup moins présent et beaucoup moins au fait des dossiers. Moi, je vois le travail des lobbyistes au niveau parlementaire, mais les pauvres parlementaires qui n'ont pratiquement pas le temps pour préparer leurs dossiers au niveau législatif national se laissent trop rapidement influencer. Et vous avez une deuxième chose, c'est que ils se laissent influencer beaucoup trop par des mandats locaux. Vous avez tous en tête cette merveilleuse influence pour faire retirer la TVA sur les parcs nationaux. Futuroscope. Ouais, sur Futuroscope. Je veux dire, avec ce genre de choses. Et là, je suis désolé, la représentativité, la transparence est essentielle. Ça vient d'un problème législatif. Il n'y a pas de législation donc sur ça a un rapport avec la confiance. Et le mais bien sûr, c'est... on pourrait sur ces sujets, enfin, moi je partage complètement, et y compris l'âge, quand vous prenez des élus, y compris l'âge. Moi je suis parfois atterré de voir dans des discussions, j'en ai eu récemment chez des hommes politiques de premier plan, un peu âgés peut-être, mais où il y a une perception des choses sur des modèles des années 80. C'est ça qui est terrible, c'est que, aujourd'hui, tout le monde a fait Sciences Po, pour faire simple. Enfin, bon. Vous avez fait Sciences Po? Non, j'ai pas fait Sciences Po. Non, heureusement, j'ai pas le bac, mais je veux dire tout. Il y avait autrefois des intellectuels qui représentaient la pensée. Il y avait Sartre, etc. Et aujourd'hui, tout le monde est capable d'avoir un avis avec Internet, etc. On est capable de dire des choses, on est informé et tout. Et pour autant, la société ne fait jamais un arrêt pour dire aux jeunes, trentenaires, au moins de 30 ans, quel modèle vous voulez pour demain. On est toujours sur les mêmes schémas. Alors que maintenant, les avis se sont beaucoup plus forgés. On a une maturité beaucoup plus grande. C'est-à-dire, il y a une espèce de bizarrerie, on fait de moins en moins confiance aux jeunes, alors qu'ils sont de mieux en mieux formés. Et on n'interroge jamais, on reste sur les mêmes modèles. C'est ce qui fait, les syndicats sont sur les mêmes modèles, patronat, salariés, les hommes politiques, souvent aussi, remettent pas en cause. Et donc, du coup, on se retrouve, ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec une déconnexion entre la réalité de ce que les gens maîtrisent, et ils pourraient l'exprimer aujourd'hui d'une manière, ça serait assez simple, hein, avec Internet. Et on ne prend pas le temps de poser ce genre de questions. C'est ça qui est dommage. Reine-Claude Madère et Hugues Sibyl. Moi, je voudrais faire... Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt parce que c'est tout à fait passionnant. Bon, mais enfin, ceci étant, je vais être moins critique que vous ne l'êtes, par exemple, vis-à-vis des parlementaires, et je vais donner un exemple. On a eu des discussions... Non, c'est un constat. On va pas se chamailler pour ça. Donc, nous avons eu la loi sur le crédit à la consommation. La loi sur le crédit à la consommation, c'est une loi qui a été qui a apporté un certain nombre de transformations et qui a avancé. Pourquoi a-t-elle avancé? Tout simplement parce que les parlementaires, qui connaissaient très bien ce sujet, parce qu'ils le connaissaient par l'intermédiaire des bureaux d'aide sociale, etc., au niveau local, ont apporté, disons, un soutien extrêmement important. Donc, de temps en temps, lorsque le sujet est, disons, est un sujet qui est à portée de tout le monde, y compris des parlementaires, il peut y avoir, on a encore des parlementaires qui se mobilisent. Ça, on n'en parle pas. C'est vrai, moi, qu'en tant que consumériste, j'ai trouvé qu'on aurait pu mettre encore ceci ou cela dans cette loi. Je ne suis jamais complètement satisfaite d'une loi quand elle sort. Mais ceci étant, il faut quand même admettre que là, cette fois-ci, pour une fois, eh bien, ils se sont battus. Eh bien, personne ne sait qu'ils se sont battus. La critique est restée. En tant que représentant d'une association, et Dieu sait que critiquer, c'est presque mon boulot, je n'ai pas, comment dirais-je, nous n'avons pas réussi à faire cela. Et pour les jeunes, moi, je suis complètement sidérée par le fait que l'on a tellement de mal à les faire s'exprimer autrement que sur Internet dont vous me parliez tout à l'heure. Donc nous, dans les associations qui sommes des groupes de pression constitués avec au plan local, etc., eh bien, nous avons plein de jeunes qui vont nous envoyer des messages sur tel ou tel sujet, mais ils ne vont pas venir s'engager, disons, de façon durable.
C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que ce qui prévaut, c'est, comment dirais-je, l'individualité et non pas, disons, le collectif. Et ça, c'est un véritable problème, parce que moi, ce que je voudrais, c'est que les jeunes, tous ces jeunes qui s'expriment et qui critiquent, et ils ont bien raison de le faire, eh bien, ils aillent demain s'exprimer dans les urnes, parce que c'est là où les choses changeront et pas sur Internet. On va reparler des jeunes dans un instant, à la fois sur un plan économique et philosophique, parce qu'il y a des questions là-dessus qui me sont arrivées. Hugues Sibyl, je rappelle, vice-président du Crédit Coopératif, spécialiste de l'économie sociale, vous avez travaillé là-dessus depuis 30 ans, et j'en profite pour dire que vous avez publié il y a quelques mois avec Tariq Ghezali Démocratiser l'économie, donc on est au cœur du sujet, le marché à l'épreuve des citoyens chez Grasset. Voilà, donc je voudrais rebondir sur cette idée-là. On parle des parlementaires, on parle du rôle de la puissance publique. Moi je crois que le moment auquel on est arrivé, c'est qu'à côté de cette régulation politique qui vient de la démocratie politique, il faut accélérer un processus de démocratie économique. C'est-à-dire la démocratie économique, c'est assez simple, c'est donner plus de pouvoir aux salariés, aux usagers, aux citoyens sur l'économie. Parce que les politiques arrivent à la limite de ce qu'ils peuvent faire en la matière. Donc il faut garder de la régulation politique, mais il faut aller plus loin avec de la démocratie économique. Moi je parle de mon expérience du Crédit Coopératif. Sur la confiance, on est une banque qui se défend pas mal quand on regarde les enquêtes de confiance. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de faire vivre une vie coopérative démocratique, parce qu'on a un système partenarial. Et en entendant parler de tiers de confiance, ça me donnait cette idée. Le Crédit Coopératif a une relation ternaire entre son client, des fédérations et la banque. En fait, il y a une notion de tiers de confiance qui passe là entre cette relation à trois. Donc je constate que quand on veut faire fonctionner un système coopératif et démocratique, on est plutôt de l'ordre de la confiance. Donc il faut aller plus loin. Alors, dans ce bouquin, il y a 3 pistes sur lesquelles nous faisons des propositions pour aller plus loin. La première, sur laquelle je voudrais insister, parce qu'il n'en a pas été question jusqu'ici, c'est d'assurer des droits économiques à la plus grande partie de la population. Parce que la perte de confiance, c'est aussi le fait que nous sommes dans une société dans laquelle il y a en Europe plus de 20% de jeunes qui sont au chômage, qu'il y a 80 millions de pauvres en Europe. Comment peut-on avoir confiance dans une société qui laisse de côté ça? Nous-mêmes qui sommes plutôt des inclus, nous sommes pris par cette menace. La défiance va avec la peur, mais quand on sait qu'il y a cette capacité à être exclu à tout moment du système, eh bien la peur est là, et donc la défiance est là. Donc il y a une obligation, et regardez dans le document de Michel Barnier qui nous parle de régulation, il a un volet sur l'inclusion financière. Il dit qu'il y a 20 millions de gens en Europe qui n'ont pas de compte en banque. Eh bien, mettre de la démocratie économique, c'est remettre les gens dans un système économique. 2 exemples qui nous concernent. Les coopératives d'activité et d'emploi, soutenues par le Crédit Coopératif, c'est un endroit où les gens créent leur activité, donc retrouvent de la confiance en eux, donc retrouvent un rôle dans la société, mais au lieu de le faire tout seul dans leur coin, ils le font dans une coopérative d'activité et d'emploi. 2e exemple, le microcrédit personnel où nous sommes engagés. Le crédit, c'est faire confiance. Quand vous faites un microcrédit personnel à quelqu'un, vous lui faites confiance. Et là, il y a un enjeu, je pense, dans cette approche-là qui ressort de l'entrepreneuriat social dont Michel Barnier a parlé, c'est que l'État a atteint sa limite. C'est pour ça que moi je défends l'entrepreneuriat social. C'est qu'on n'est plus dans les années 70 où l'État pouvait, entre guillemets, assister un certain nombre de gens. Il faut mettre les gens eux-mêmes en situation de produire. Donc ça, c'est une première piste. La deuxième, bien sûr, qui a trait à l'histoire du monde coopératif et de l'économie sociale, c'est que les citoyens aient un pouvoir direct sur l'économie. Là, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que je constate que depuis 1 an ou 2, émerge, notamment dans le domaine de la finance, une volonté de la société civile de s'organiser directement pour demander des comptes à la finance. C'est la création de Finance Watch au niveau européen, qui est une ONG de type Greenpeace, dont la vocation va être d'analyser les données fournies par le monde bancaire et financier, de les mettre sur l'espace public et que les gens puissent s'en saisir pour poser des questions. Je pense que c'est un facteur de confiance, parce que c'est un facteur de clarté. 2e exemple que je donne, l'enquête des Amis de la Terre, qui est une enquête à laquelle nous répondons. Alors, on nous pose des questions qui sont des questions de plus en plus précises et de plus en plus fines et qui sont mises dans l'espace public. Bien, c'est pénible pour les banquiers. Cette enquête, en un mot ?
C'est une enquête dans laquelle il y a toute une batterie de questions qui a un volet développement durable assez fort, donc à qui fait-on crédit, etc., mais qui a aussi un volet sur la démocratie interne des banques, quand on est une banque coopérative, sur les relations sociales, donc un certain nombre de sujets. Et dont les résultats sont publiés. Dont les résultats sont publiés. Donc je témoin. dis que c'est pénible, parce que bien sûr, quand on vient vous poser des questions, on aime mieux ne pas qu'on vous les pose, mais c'est un facteur de confiance, parce que derrière, il y a... par rapport à ce qui a été dit de manière très intéressante dans vos deux exposés introductifs, une mise en clarté, une proximité plus forte avec les personnes qui peuvent avoir leur propre jugement. Et de ce point de vue-là, je pense que l'économie sociale, le monde coopératif est à une croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est sa capacité à réinvestir davantage une ingénierie démocratique. Nous avons des principes anciens, un homme, une voix, ils sont bons, mais il faut sacrément que nous investissions dans le fonctionnement démocratique de ces principes. Il y a des qui ont eu leurs dérives aussi. Comment le monde de l'économie sociale n'a pas été, ou coopératif, n'a pas été exempt aussi de ses propres... Non, il n'est pas exempt, mais il ne faut pas non D'accord. plus... globalement, quand on regarde les dérapages, le monde coopératif n'a pas connu les dérapages. Mais par contre, c'est vrai qu'il doit aller plus loin, il doit reprendre de l'avance, parce que c'est ça le sujet. Reprendre de l'avance, ça veut dire par exemple tout un travail sur le fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration, une utilisation des outils numériques, par exemple, pour faire fonctionner des démocraties, ou une vie coopérative. Aujourd'hui, les outils numériques deviennent extrêmement intéressants pour faire de l'interactivité. Donc, j'appelle ça une ingénierie La gouvernance aussi, parce qu'on parlait des jeunes. Est-ce que les jeunes sont suffisamment impliqués dans la gouvernance? Oui. Si on a confiance dans sa gouvernance, si la gouvernance rend compte, si c'est clair, là, la confiance est là. On a fait un rapport coopératif pour la deuxième année au Crédit Coopératif, dans lequel c'est tout simple, mais il fallait quand même le faire. On montre le trajet de l'argent, c'est-à-dire quand vous mettez de l'argent, vous déposez votre argent au Crédit Coopératif, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, ça, c'est un facteur de confiance. Mais alors justement, la question que je voulais poser, c'est, là, vous êtes une banque coopérative avec un certain nombre de principes que vous venez d'exposer. Est-ce que cette démocratie dans l'entreprise, que vous appelez de vos voeux, et pour laquelle vous dites vous pouvez servir d'aiguillon, quid de son application dans l'univers, j'allais dire, bancaire classique, puisque la banque est aujourd'hui le point de focalisation de l'indignation générale. Mais tout à fait, mais c'est d'abord d'aiguillon, je ne sais pas, mais en tout cas, on est d'une certaine façon un laboratoire, le monde coopératif, dans ce champ-là. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser la BNP, démocratiser on parle de plus en plus de polliniser, donc nous avons vocation, nous, les coopératives, à polliniser le reste. Ça veut dire quoi? On ne va pas transformer la BNP en coopérative. Enfin, je ne le pense pas. Encore que j'ai vu que Attac proposait de transformer les banques en coopératives d'intérêt collectif. Pour avoir été l'auteur de la loi sur les coopératives d'intérêt collectif, je pense que c'est quand même encore un peu compliqué. Peut-être que dans une cinquantaine d'années, on verra, mais ça me paraît un peu compliqué. Par contre, il y a des choses, c'est l'esprit qu'il faut voir. Redonner du pouvoir aux citoyens. Eh bien, que les salariés soient représentés dans les conseils d'administration des banques. Plus important que l'État. Parce que ça change, et on le voit nous au Crédit Coopératif, la présence des salariés, c'est une présence qui est une présence qui connaît les sujets de la banque, qui a donc un niveau d'expertise qui est assez fort, donc qui est capable de poser des bonnes questions. C'est une façon de démocratiser, alors qui est peut-être modeste à ce stade, mais qui est fort. Et de ce point de vue-là, oui, moi je suis pas, j'ai quand même un souvenir du Crédit Lyonnais qui me fait dire que la nationalisation de la banque, personnellement, je me souviens quand même en tant que contribuable ce que ça m'a coûté, et donc je suis pas sûr que ce soit la solution de l'avenir. La solution de l'avenir, c'est que les clients, les salariés aient plus de droits de regard, plus de pouvoir d'interrogation sur les banques et sur les autres entreprises, parce qu'on pourrait parler de l'énergie ou d'autres secteurs. Juste un mot, Gérard de la Martinière, parce que vous avez dirigé un grand groupe d'assurance, pas une banque, mais enfin c'est assez proche parfois comme type d'activité. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de démocratiser l'entreprise comme une espèce de réponse à un moment où, semble-t-il, on ne peut plus attendre le rétablissement de la confiance de la simple action de l'État ou de l'accumulation de législation ou de contrôle? Je ne suis pas un expert, comme M. Sibyl, du système coopératif, donc j'ai un peu de mal à imaginer sa transposition instantanée dans des structures capitalistes classiques. Ce que je pense, c'est que même si, pour des raisons qui tiennent à ces phénomènes d'internationalisation, je ne pense pas qu'on assiste à un grand mouvement de changement du système capitaliste. En revanche, je suis profondément convaincu aussi que c'est à travers une association
beaucoup plus étroite à tous les niveaux des collaborateurs et des clients que peut se trouver les voies du progrès et de la confiance dans le système capitaliste. Et la démocratisation pour les autres entreprises, c'est pas forcément de les transformer en coopératives. Par exemple, la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, qui se développe aujourd'hui, elle a des bons côtés ou des côtés interrogatifs. Moi, je crois qu'il faut la défendre. Il faut la défendre parce que c'est d'abord le mot responsabilité est extrêmement lié au mot confiance. Je trouve qu'on l'a pas assez entendu ce matin. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait responsabilité. Donc la responsabilité sociale des entreprises, c'est une façon d'aller dans le bon sens d'une démocratisation de l'économie, et en particulier la notion de partie prenante qui émerge avec la RSE est extrêmement intéressante, parce que ça veut dire que les parties prenantes, elles ont un droit de regard sur l'entreprise. Alors, je vous oublie pas du tout, Florence Devoir, vous allez nous dire comment vous vivez ça dans ce monde Internet qui est à la fois un monde de confiance et de défiance, on l'a entendu ce matin. Mais votre réaction, Michaela Marzano, puisqu'on est un peu dans les pistes maintenant, sur cette approche, et Yann Alban également. Oui, en fait, moi, je voulais dire juste deux choses. Bon, d'une part, pardon, réaction spontanée, je ne sais pas si c'est parce que je suis italienne ou quoi, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir parlé de tout le monde, enfin, de tous les concepts du monde. J'avais 20 minutes, je vous assure que 20 minutes, déjà juste pour parler des confiances, j'ai dû faire des raccourcis comme c'est pas possible. La responsabilité, certes, moi j'enseigne à mes étudiants philosophie morale. J'ai fait tout un cours sur la responsabilité. Alors, vous voulez que je mette en relation tous les concepts en faisant des schémas? C'est pas mon habitude. Moi, je vous ai, pardon, excusez-moi, mais c'est juste que moi, je crois qu'on a un peu marre de deux choses. D'entendre quelqu'un qui nous arrive avec les schémas préfabriqués, d'une part, et d'autre part, là, je parle en tant que citoyenne, pas en tant qu'intervenante, parce que je les vois aussi par rapport à mes étudiants, et quelqu'un qui arrive avec comment dire, avec la tendance à dire, voilà, je vous enseigne la vérité, vous n'avez qu'à écouter ce que je suis en train de vous dire. Les doutes, je le disais tout à l'heure, c'est fondamental aussi pour restaurer la question de la confiance. Parce que la confiance, je veux dire, la confiance, elle n'est pas que... Enfin, il y a différents niveaux de confiance. Il y a la confiance que les gens peuvent avoir dans les discours qu'ils entendent, que ce soit les discours des hommes politiques, que ce soit les discours des femmes politiques, que ce soit les discours des banquiers, que ce soit les discours du MEDEF, etc. Donc il y a un premier niveau de confiance qui fait qu'on croit ou pas dans les élites. Et là, on voit très bien qu'il y a une rupture entre les gens et les élites. Alors après, il y a la question des confiances en tant que cohésion à l'intérieur d'un groupe. Alors là, il faut travailler effectivement de façon différente. Il ne s'agit pas de se mettre en tant que représentant de quelque chose, mais il faut pouvoir faire circuler la parole, c'est-à-dire la parole avec des points de vue qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Avec effectivement la question de la proximité, vous avez parfaitement raison. Il faut être proche de ses collaborateurs, il faut avoir un discours qui soit le plus sincère possible. Tout à l'heure, je vous avais dit, les mots transparence, on l'emploie tout le temps et je ne l'aime pas. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Vous savez, transparent, un objet qui est transparent, c'est un objet qui nous permet de voir à travers. C'est pas pour pinailler ou parce que je suis philosophe, mais la transparence, c'est presque parfois l'opposé même de la vérité. La vérité est un noyau dur qu'il ne soit pas transparent. Il ne faut pas opposer transparence à mensonge. Mensonge et vérité sont opposés. Mais comme disait Kant, alors Kant c'est un philosophe qui a écrit il y a très longtemps, mais qui est toujours valable ce qu'il a dit, je crois, il disait il ne faut pas confondre entre l'effet de dire la vérité qui est un devoir et la question de la franchise qui consisterait à tout dire. Il ne s'agit pas de tout dire systématiquement, mais il s'agit de dire vrai pour faire en sorte qu'il y ait un dialogue à l'intérieur d'un groupe. Parce que quand je dis il y a des niveaux différents de confiance, c'est la confiance entre les parents et les enfants. La question de l'éducation, évidemment, elle est centrale. C'est dans les toutes premières années qu'un enfant apprend à être autonome, c'est-à-dire avoir suffisamment de confiance en soi pour pouvoir ne pas dépendre du regard de sa mère. Mais en même temps, ce qu'on apprend quand on est tout petit, c'est aussi qu'on a toujours besoin des autres. La confiance, c'est ce qui fait lien entre autonomie et dépendance. Alors, ça peut paraître abstrait, ça ne l'est pas. Vous allez voir, dans la vie de tous les jours, en discutant avec les gens, c'est parce que vous êtes autonome et parce qu'il faut revaloriser la notion d'autonomie, mais que vous êtes aussi dépendant des autres. Et toute la différence entre je ne me concentre que sur moi, où j'essaie de bâtir un projet en commun, en sachant
qu'à partir de là, je dépends aussi de vous. Ça, c'est quelque chose qui se joue déjà au niveau de la petite enfance. Ça se joue après dans les rapports entre les professeurs et les enseignants. C'est mon travail, le travail que j'adore. Madame, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Les jeunes ont envie de prendre la parole. Et pas uniquement pour protester, on ne leur donne pas. C'est très difficile. Il y a une question là de Brigitte Dubreuil. Comment les jeunes peuvent-ils avoir confiance en l'avenir? Yann Algan, je vous la donne. En 30 secondes. C'est ça. Là, j'aimerais tout d'abord dire à quel point je suis sensible justement à cet effort que vous avez tous de combiner maintenant performance économique et performance sociale, démocratie politique, démocratie sociale et pourtant productivité. C'est sûr que ça ne correspond pas du tout aux grandes idées de management des années 80, des années 90, où on pensait que uniquement la hiérarchie, l'individualisation des rémunérations étaient source de productivité. Maintenant, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que je pense qu'on a une révolution des connaissances sur les causes du bien-être et sur les causes de la réussite économique. On montre que les entreprises où justement vous avez eu le plus de démocratie sociale, le plus d'implication des salariés ou le plus d'implication des clients, sont aussi maintenant les entreprises qui sont les plus performantes. Et en revanche, vouloir uniquement se centrer sur le revenu individuel est gage souvent d'inefficacité, mais même de mauvais stress. Je vous donne juste, donc on a fait de nombreuses expériences là-dessus, je vous en donne juste une qui est assez drôle pour vous montrer à quel point la course au statut, la course à l'individualisme est mauvaise même pour la satisfaction au travail. Lorsque vous proposez à différents employés quel emploi ils préféreraient entre le premier où ils gagnent 2500 € et l'ensemble de leurs collègues sont à 2000 €, ou alors un emploi où ils gagneraient 3000 € et l'ensemble des collègues sont à 3500 €. En fait, la moitié des employés préfèrent le premier emploi où ils gagnent moins, mais ils gagnent un peu plus que l'autre. Donc on est dans soit on joue dans une course-poursuite comme ça au statut, mais qui est une course infinie parce qu'on aura toujours des personnes au-dessus, soit effectivement on essaie de trouver des nouvelles politiques de management, des politiques plus décentralisées, plus incluantes, et qui sont bonnes pour le bien-être, mais aussi pour la performance économique. Et là-dessus, je pense qu'il y a une vraie révolution. Je viendrai maintenant sur les jeunes, en 2 mots. Effectivement, on a la jeunesse française qui est la plus pessimiste. Cela dit, encore une fois, ce ne sont pas des râleurs, détrompez-vous, il y a de quoi être pessimiste lorsqu'on est un jeune Français. Le taux de chômage des jeunes à l'heure actuelle est de 25%, c'est le plus élevé d'Europe juste après l'Espagne, mais surtout ce qui distingue la jeunesse française par rapport aux jeunesses européennes, c'est le clivage et à nouveau cette machine à trier qui commence très jeune. Les jeunes qui sont les plus pessimistes sont les jeunes non diplômés, parce que là, le taux de chômage est à peu près 3 fois supérieur aux autres, c'est-à-dire qu'on a des taux de chômage autour de 40-50%, d'accord, 3 ans après l'entrée sur le marché du travail. Or, c'est une jeunesse qui a été triée très tôt. On est dans un système éducatif qui est certainement le plus élitiste et le plus inégalitaire. À peu près 20% des jeunes Français sortent sans diplôme et sortent, en fait, si vous voulez, avec vraiment une incapacité à comprendre le monde. Or ça, c'est à nouveau très particulier par rapport aux autres pays où la France avec une toute petite élite et une grosse masse. Et encore une fois, je pense effectivement qu'ils ont des raisons d'être pessimistes. Maintenant, c'est pas que des râleurs. On peut changer des politiques éducatives. Je dis juste une chose. J'étais peut-être un peu trop anglo-saxon tout à l'heure. Vous avez eu des pays qui étaient extrêmement élitistes. C'était les pays nordiques, les pays dans le système éducatif séparés très très jeunes entre des grammar schools et des comprehensive schools. Ils ont réussi leur démocratisation scolaire, ils ont réussi leur démocratisation sociale. Pourtant, c'était des pays où il y avait énormément de conflits sociaux aussi. Donc rien n'est figé, l'avenir nous appartient de cette façon. Un mot de réaction de Serge Papin et Luc Civil, et puis Florence Devoir nous donne sa réaction. Non, sur les jeunes, juste comme ça, 2 expériences, parce qu'il se trouve qu'à la Centrale nationale de système, la moyenne d'âge c'est 35 ans, un peu moins de 35 ans. Donc on a une population, on a 500 personnes qui ont, voilà, et donc ils ont des demandes particulières. Et puis, c'est une expérience personnelle. Hein. Moi, j'ai par exemple fait un livre avec Jean-Marie Pelt, qui a 72 ou 13 ans, qui s'appelle « Consommer moins, consommer mieux ». Et ce que j'essaie de faire, moi qui suis une génération intermédiaire, passerelle entre les deux, je trouve que les gens qui approchent 70 ans ont en eux la bienveillance.
Parce qu'il n'y a plus de problème d'ego, il n'y a plus de problème de rapport au pouvoir. Et cette société a besoin de bienveillance. Et quand on peut rassembler, c'est un peu d'ailleurs un des projets d'un des candidats. Vous faites le contrat de génération Si en on valeur. pouvait ramener de l'intergénérationnel entre la bienveillance, mais un peu altruiste, des gens qui se retirent et qui peuvent dire, voilà, on peut essayer d'inventer aussi, parce qu'ils sont plus productifs ou plus créatifs, en se disant, voilà les erreurs qui ont été faites, comment on peut éventuellement les corriger. Donc rassembler cela, mais en faisant confiance, effectivement, aux jeunes. On est dans les entreprises, on le voit, dans le monde politique, etc., on est trop, on tarde trop à faire confiance aux jeunes. Et nous, à l'inverse, on essaie de former des jeunes dirigeants, des directeurs de magasins aujourd'hui, ils ont 30 ans. Ils dirigent des entreprises qui ont une centaine de collaborateurs, ils ont 30 ans. Et ça marche très bien. Voilà, alors il faut les encadrer avec des générations. Mais c'est ça qui est fantastique. Je crois que c'est fondamental parce que c'est effectivement dès le début qu'on apprend à être dans des systèmes coopératifs ou pas. Donc ça, c'est un des axes de ce programme. Il y a un deuxième axe du programme qui est un programme entrepreneurial de jeunes pour l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, là encore, c'est faire confiance, c'est faire à ce que des jeunes puissent créer des entreprises et donc les appuyer et les soutenir. Et puis il y a une troisième partie du programme qui est faciliter l'insertion des jeunes dans l'économie sociale et solidaire et donc dans l'emploi, mais aussi dans les gouvernances. Et ça, c'est vraiment un sujet majeur pour l'économie sociale et solidaire qui a globalement, en particulier dans le monde associatif, mais aussi dans d'autres, mutualistes et coopératifs, un vieillissement de ces conseils d'administration qui est tout à fait préoccupant. Et donc la première chose qu'il faut nous faire, que nous devons faire, c'est faire confiance aux jeunes pour qu'ils soient dans les gouvernances des structures, parce que c'est eux qui porteront l'avenir, et donc c'est dès à présent qu'il faut leur faire confiance. Florent, oui. Aux jeunes et par parenthèse aussi aux femmes, parce qu'on est dans les conseils d'administration. D'ailleurs, la loi va nous obliger à être à la parité dans donc c'est bien aussi que le rôle de la loi n'est pas... Voilà, là le rôle de la loi, je pense, est utile, parce que dans les conseils d'administration, c'est pénible. Florence Devoir, on vous a peu ou pas entendu. Vous avez donc, vous êtes ingénieur agronome de formation, vous avez découvert le projet Wikipédia en 2002 dans lequel vous êtes particulièrement investi jusqu'à devenir présidente de la fondation Wikimedia, voilà, pour la France entre 2004 et 2008. Aujourd'hui, vous en êtes la présidente d'honneur qui gère le contenu même et la régulation de Wikipédia. D'abord, que vous inspire ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Est-ce que finalement, le monde d'Internet, on a vu à la fois perçu à la fois comme monde de liberté et d'expression, pour les jeunes en particulier, et aussi de dérive, reduplique les interrogations que nous avons en ce qui concerne, je dirais, d'autres aspects de l'économie qui ne passent pas par ce monde nouveau qui s'est maintenant installé dans la vie quotidienne. Alors, pas mal de remarques différentes. Je vais rebondir immédiatement sur une remarque que vous venez de faire. Je pense qu'elle est tout à fait symptomatique de la façon dont on se comporte en France. Vous venez de dire que j'étais anciennement présidente de Wikimedia en France. Je suis anciennement présidente de Wikimedia Foundation Monde. Alors, c'est symptomatique, pourquoi? C'est symptomatique, je l'ai entendu des centaines et des centaines de fois, un peu comme si on ne pouvait pas concevoir, comme si on ne pouvait pas concevoir qu'un Français puisse aller au-delà de la France. Hein, pourtant, il y a quelques exemples, des SK, etc. Mais il n'empêche... Christine Lagarde. Mauvais exemple. Christine Lagarde, oui, non mais c'est symptomatique, c'est extrêmement fréquent. On ne peut pas concevoir l'idée d'aller finalement plus loin que nos frontières. Bon, c'était une petite remarque en passant. Excusez-moi. J'ai entendu le message. Vous avez entendu le message. Immédiatement, pour refléter rebondir sur une remarque qu'a fait M. Papin, la population wikipédienne actuelle, féminine, est de l'ordre de 10%. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. 90% de participants mâles, 10% de participants femelles. Nous n'avons pas d'explication réelle. Sinon, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur le jeunisme, sur les jeunes qui ne prennent pas la parole, qui ne participent pas au niveau associatif et qui ne vont pas voter, alors que c'est là que les choses se passent. Vous n'avez pas dit le mot jeunisme, c'est exact. Vous avez dit que les jeunes ne s'investissaient pas dans les associations et qu'ils n'allaient pas voter, alors que c'est là que les choses se passent. Ah,
Pas tout de suite, on va repartir. En tout cas, vous avez bien écouté. Hein. J'ai bien. Voilà. Ah, mais je vous ai tous écoutés quand même très attentivement. J'ai plusieurs remarques par rapport à ça. Wikipédia, à défaut d'être des utilisateurs, forcément parmi vous des utilisateurs, peut-être des consommateurs, voire des participants, vous en avez tous entendu parler. On est aujourd'hui le 5e site le plus visité au monde. Ça veut dire qu'en France, à peu près la moitié des Français utilisent Wikipédia au moins une fois par mois. On a à peu près 17 millions de pages, dont plus d'1 million sont en français, sachant qu'à peu près la moitié des participants de la Wikipédia en français sont des Français de France. Hein, donc la moitié du contenu sur ces 1 million de pages ont été créés par des Français. Cet énorme répertoire de connaissances a été fabriqué en moins de 10 ans. Bientôt 11 ans, puisque nous avons commencé en 2001, et ça s'est fait de façon entièrement bénévole. Je ne crois pas qu'on puisse dire que les choses se font uniquement par le biais des urnes, par le biais de voter. J'ai le sentiment que depuis 10 ans, nous avons acquis quand même une petite influence sur ce qui se passe au niveau Internet et pas uniquement au niveau d'Internet. Deuxième remarque, plus de la moitié des participants de Wikipédia ont moins de 25 ans. Les participants ont typiquement entre 14-15 ans et 25 ans. Je suis une erreur, je suis trop vieille, je suis trop femme, je suis une sorte d'erreur, mais la plupart des participants sont des jeunes. Troisième remarque, nous, autour de Wikipédia, nous avons créé des associations, des structures associatives. Il y en a aujourd'hui 36, 37. Nous avons accueilli le Bangladesh il y a quelques jours, donc je ne sais pas exactement combien il y en a. Et la majeure partie des membres de ces associations et même des dirigeants de ces associations ont moins de 30 ans. Le plus jeune qu'il y ait eu, c'était en Suisse. Le président, pendant plusieurs années, avait 15 ans. Il a dû obtenir l'autorisation de ses parents pour devenir président de cette association. Donc non, les jeunes sont là, les jeunes sont impliqués, les jeunes font des choses, définitivement. Simplement, ils ne sont peut-être pas là où vous êtes. Ils sont à un autre endroit. Hein. Bon. La quatrième remarque, il ne pourra pas m'entendre puisqu'il est déjà parti, mais je voulais quand même refléter sur l'aspect du don et de la confiance. Nous avons un système qui fonctionne à 99% sur le bénévolat et sur le don de la personne et le don financier. Aujourd'hui, la majorité des dons que nous recevons en France, le panier moyen, je l'appellerai complètement panier hein, pour être franc avec vous, le panier moyen est de 45 €, ce qui est très faible, qui est beaucoup plus faible que la plupart des dons qui sont faits dans les organisations. Pourquoi? Parce qu'énormément de dons sont de 5 à 10 €. Et les personnes qui font ces dons-là ne sont pas des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. À nouveau, ce sont des adolescents ou des jeunes adultes encore au chômage. Des personnes qui nous laissent des commentaires en disant « je n'ai pas encore de travail, je suis encore étudiant, je suis chômeur, en revanche j'ai quand même envie d'aider parce que vous êtes utile au quotidien, donc je vous donne 5 €, c'est tout ce que je peux me permettre ». C'est quelque chose d'intéressant. En France, nous n'avons pratiquement aucun don, ni d'entreprise, ni de fondation, ni du gouvernement, ni d'institutions publiques. Nous n'avons que ces dons-là d'internautes qui simplement sont contents de notre existence. Je crois que c'est aussi important. Au niveau de la confiance, on a pu constater qu'à population similaire ou rapporté à la population, les dons que nous recevons sont bien plus faibles qu'en Allemagne ou en Angleterre. Effectivement, il y a un problème de confiance de ce point de vue-là. Et pourtant, au niveau des associations, quand nous travaillons tous ensemble à essayer de réfléchir à nos méthodes, à notre gouvernance, à nos systèmes de régulation financière, on constate que l'association française est probablement celle qui a le plus de contrôle de toutes nos organisations du fait de notre passé, hein, des histoires qu'il y a eu dans le passé. On a le sentiment de cette nécessité d'être extrêmement attentif par rapport à ce qu'on présente au public. Ensuite, une petite remarque qui n'a pas été trop évoquée aujourd'hui, c'est la problématique de la construction de la confiance. C'est un terme qu'on utilise très souvent en parlant de Wikipédia, on parle de démocratie et on parle de confiance. Moi, je n'aime utiliser aucun de ces deux mots. Pourquoi? Les participants à Wikipédia, aujourd'hui, sont tout le monde. N'importe qui peut venir sans créer un compte, sans avoir à donner son nom, sans avoir à s'identifier, en 2 clics peut devenir un participant. Quand on y pense, c'est hallucinant. On est d'accord. Par ailleurs, lorsqu'ils participent, la participation est immédiatement validée, elle est immédiatement publiée. Le contrôle ne se fait qu'à posteriori. C'est hallucinant. Dans la vraie vie, on met des barrières physiques autour de nous. On met des clés avec des serrures à notre maison, on met des contrôles au niveau de notre voiture, on met des mots de passe sur nos ordinateurs, des firewalls dans les entreprises. On met en place énormément de barrières
de systèmes de sécurité pour empêcher l'arrivée de gens qui, bien entendu, sont mal intentionnés. Oui, il y a des vandales et des criminels qui viennent rajouter des informations fausses et parfois dangereuses, parfois illégales, diffamantes. Oui, il y en a. Mais il y a aussi des personnes mal intentionnées qui viennent notamment parfois des entreprises et qui essayent de manipuler le contenu. Oui, il y en a. Et puis il y a aussi des personnes qui font simplement confuses, qui n'ont pas très bien compris comment le système fonctionnait et qui font des erreurs. Et puis il y a aussi des ignorants, parce que parmi les participants de 14 ans, il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour écrire du contenu. Mais malgré tout, quand on regarde la proportion de ces personnes qui sont véritablement malveillantes, elles sont tellement peu nombreuses qu'est-il nécessaire et est-il intelligent de mettre en place des barrières technologiques qui vont couper la participation de tous, alors que seul un tout petit pourcentage de personnes pose souci? Non. Alors nous, on a décidé de ne pas mettre en place ces barrières techniques, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle de la sécurité molle, plutôt que de la sécurité dure. Et puis on a décidé aussi, non pas de faire confiance à tout le monde a priori, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir foi dans ces personnes. Et j'ai beaucoup aimé votre usage du mot. On a décidé d'avoir une attitude bienveillante. On a d'ailleurs un terme pour ça, on parle de AGF, c'est Assume Good Faith. C'est-à-dire les gens peuvent se tromper, les gens peuvent être confus, les gens peuvent ne pas comprendre, mais ils viennent avec une bonne motivation, avec une envie d'aider. Ils se trompent peut-être, mais ils ont envie d'aider. Et pour nous, tout ce qui existe au départ, c'est simplement cette envie d'aider et qu'on accueille. Donc vous faites le pari de la confiance au départ. On ne fait pas le pari de la confiance, c'est ça qui est important. On fait le pari de la bonne foi des gens qui vont venir. On ne fait pas le pari de la confiance. On fait le pari de la bonne foi des personnes. On se dit, elles viennent de façon positive, elles veulent aider. En revanche, on ne va pas leur faire confiance, on ne les connaît pas. On ne va pas leur faire confiance. Alors, pardon, on pourrait dire que vous faites quelque part les paris de la confiance dans le sens où vous donnez confiance. Et après... Non. Bah oui, parce que n'importe qui peut écrire et c'est très juste. Donc il y a a priori, quand vous dites les paris de la bonne foi, c'est qu'a priori, chacun peut écrire, il y a cette confiance qui est là. Quitte à la retirer, quitte à corriger les erreurs. Disons qu'il y a un tout petit bout de confiance. Mettons, si vous voulez, je vais bien l'admettre. Mais ce qui est vraiment important, c'est pas tellement cette confiance, c'est surtout cet accueil de la personne dont on estime qu'il va être positif. Oui, mais pour nous, Michaela Marzano, c'est la confiance dans ce que vous avez décrit d'immatériel de la confiance, qui ne se résume pas à un contrat ou qui précède ou ça peut être quelque chose qu'on retire par la suite, qui présuppose l'absence de contrat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par contre, ce qu'on veut faire, c'est faciliter cette construction de la confiance, par contre. On veut que les participants réguliers soient des personnes qu'on connaisse et qu'on vienne à reconnaître et qui acquièrent une réputation. Donc on a un désir d'avancer vers cette prise de confiance dans la personne. Et qu'est-ce qu'on va faire essentiellement pour limiter les risques? Parce qu'elle est plus là, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les cas qui sont véritablement problématiques? On va faire trois choses. La première, c'est qu'en amont, on a identifié les situations qui seraient vraiment graves, qui seraient vraiment dramatiques, les cas qui pourraient vraiment nous poser souci. Par exemple, effectivement, une prise de pouvoir sur les serveurs, par exemple. Quelqu'un qui, au niveau de la piraterie informatique pure et dure, pourrait faire en sorte que les serveurs ne fonctionnent plus. Ceci est un problème grave. Tout le reste, ce sont des problèmes non graves. Et pour toutes ces autres choses, les trois comportements principaux qu'on a mis en place, le premier, c'est de faire en sorte de limiter les dommages. Donc toute personne qui vient et qui fait quelque chose de mauvais, on va simplement faire en sorte que les conséquences de cette action néfaste soient les plus limitées possibles. Comment est-ce qu'on va par exemple faire ça? Eh bien, en ayant un environnement qui rend, alors j'aime pas non plus l'utilisation du terme transparent, moi j'utilise beaucoup le terme d'holoptisme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir tout ce qui se passe. La totalité de ce qui se fait se voit. Ça ne veut pas dire que les gens vont aller voir, mais ils savent qu'ils ont la possibilité d'aller voir ce qui se passe. Ils peuvent regarder en hauteur ou ils peuvent regarder dans le détail. À partir du moment où tout est visible, il y a déjà un autocontrôle des personnes qui savent qu'on peut les tracer, potentiellement. La deuxième chose, c'est que tout le monde voit ce qui se passe et tout le monde peut réverter. C'est-à-dire qu'on a vraiment un principe de réversion autant que faire se peut. Rien n'est définitif, on peut toujours revenir en arrière. Donc finalement, on peut se dire, je peux laisser une personne faire quelque chose à partir du moment où je peux très facilement le défaire et que tout le monde peut le défaire. Donc ça, c'est vraiment pour nous, limiter les dommages sont vraiment le point le plus important. Et puis le dernier, c'est de reposer par le contrôle des pairs. Le contrôle des pairs, ça n'est pas
un comité qui va regarder, c'est la totalité des personnes. Et quelle est la conséquence de ça? C'est que les gens se sentent autonomisés, les gens ont le sentiment de responsabilité propre, et notamment les adolescents. Et devinez quoi, la plupart des gens qui font du contrôle quotidien des modifications faites, ce sont typiquement des adolescents. C'est typiquement des adolescents à qui on a dit, vous pouvez avoir un rôle ici, on vous accueille avec bienveillance, on sait que vous pouvez nous aider à ce niveau-là. Tout ce qui est patrouillage est fait typiquement par des adolescents. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Merci. Une réaction peut-être par rapport à ça? Oui, enfin, je voudrais dire ceci, c'est-à-dire que là, vous avez présenté, disons, l'expérience Wikipédia qui était très intéressante. Bon, Internet, c'est pas seulement Wikipédia, il y a des tas d'autres expériences, certaines sont critiquables, d'autres ne le sont pas. Bon, mais ceci étant, quand on demande la régulation d'un certain nombre de messages qui sont, par exemple, distribués ou disponibles sur Internet, ça ne veut pas dire pour ça que l'on a envie de faire une censure absolument extraordinaire. Je crois que là, il faut quand même être clair et ne pas aller sur des chemins sur lesquels, en tous les cas, moi je ne voudrais surtout pas aller. En ce qui concerne les jeunes, je vais en revenir là, c'est très très important. Ce que nous constatons dans une association de consommateurs comme la mienne, où il y a 400 associations locales, donc moi je ne suis que la personne qui est au niveau national, donc il y a des gens, il y a des permanences, 90 000 heures de permanence par an qui sont faites, tous les gens qui veulent s'engager peuvent s'engager, nous avons des gens jeunes et nous avons des gens plus âgés qui sont dans l'organisation. Ce que nous constatons à côté de ça, c'est que nous avons par exemple en ce qui concerne le consumérisme, parce qu'après tout c'est notre métier comme le vôtre, c'est Wikipédia, ce que nous constatons c'est que lorsque par exemple il y a une critique sur un produit, on l'a vu pour des produits où d'ailleurs parfois c'était justifié, d'autres fois ça ne l'était pas, recueillir 10, 15, 20 000 signatures, 100 000 signatures voire plus, ça ne pose aucun problème. Mais à ces personnes qui, comment dirais-je, vont envoyer, vont signer pour telle ou telle pétition ou pour telle ou telle position, quand on leur demande ou quand on leur propose, disons, de s'engager, non pas pour suivre le schéma que les gens plus âgés ont institué il y a quelques années, parce qu'on comprend tout à fait que les choses ont complètement évolué, eh bien on se rend compte que là, l'engagement n'existe plus comme il existait, et ce n'est pas un engagement constant. Si on me demande mon avis, je donne mon avis. Si j'ai la possibilité de l'exprimer, je l'exprime. Déjà, c'est déjà très bien d'exprimer son avis. Mais ceci étant, ensuite, il faut concrétiser. Et peut-être que la période à laquelle nous vivons et que vivent aussi les organisations de type coopératif, c'est-à-dire que l'on parle de systèmes où les gens se sont engagés très souvent lourdement et pour de très grandes durées, à une autre génération qui, elle, ne s'investit pas de la même manière. Elle s'investit de façon ponctuelle, très souvent, sur des sujets qui l'intéressent. Nous, on le voit parce qu'on vit, on voit un peu comment vit notre association depuis très longtemps. Il y a des gens qui viennent, ils repartent parce qu'il y a, disons, des changements dans la vie ou autre. Donc, par conséquent, c'est ça. Et je vais terminer là-dessus. Quand je dis qu'il faut que l'on aille plus loin que cette simple expression, disons, ce mouvement d'humeur, en quelque sorte, contre tel ou tel produit ou telle pratique, je ne vais pas développer à l'infini, il y a, disons, des engagements politiques qui sont lourds, et ça, à ce moment-là, tous les jeunes, enfin, il y a des campagnes qui sont faites, on essaye de les inciter et on a beaucoup de mal à leur faire franchir le pas. Or, comment dirais-je, mettre un bulletin dans l'urne, ce n'est pas, disons, tout compte fait, tellement plus difficile que de voter via Internet. Et c'est ça, moi, je crois réellement, mais parce que moi, je rêve que de ça, c'est d'avoir une association, de la regarder de l'extérieur, peuplée de gens jeunes qui sont porteurs d'avenir, mais de grâce, il faut prendre position et il faut concrétiser. On peut prendre position à l'heure actuelle lorsque l'on est jeune et que l'on a la chance effectivement d'avoir été éduqué, etc. et de pouvoir se manifester parce qu'on a toute une catégorie de la population. Et c'est ça aussi dont il faut discuter, qui est entre guillemets largué. Et là, véritablement, c'est un problème. Quand on sait qu'il y a des gens qui sortent de l'école sans savoir ni lire ni écrire, ça pose quand même un sacré problème de fond. Et il a un problème d'inclusion sociale et ces personnes-là, elles sont porteuses d'une chose, c'est de désespoir. Un mot du Xibi. Oui, moi je trouve que c'est vraiment passionnant ce que vous nous avez raconté dans le dossier aussi. Pour regarder dans le dossier, vous êtes le 5e site mondial en fréquentation, c'est-à-dire que c'est énorme. Et dans le petit papier qui est dans notre dossier, je crois que vous dites, en fait, cette expérience
vu par d'autres, n'aurait jamais dû marcher, c'est-à-dire c'est le truc qui n'aurait pas dû marcher, et on est quand même le 5e site mondial. Moi j'ai envie de dire, pour nous, coopératives et économie sociale et qui pression la démocratie, on a des choses à se dire, parce que finalement nous dire, mais non, mais ça ne peut pas marcher, etc. Ben, vous montrez que ça marche, nous on doit aussi pouvoir montrer que ça marche. Et par rapport à l'usage d'Internet, je reviens sur cette idée d'avoir une approche dans laquelle les usagers, les gens sont en situation d'acteur. Un exemple de cette semaine du Crédit Coopératif que je trouve tout à fait intéressant, nous sommes en train de créer une e-agence. Eh bien, nous aurons un conseil d'agence avec des représentants des clients et des usagers qui seront, c'est pas parce qu'on est dans un système Internet que voilà, ça disparaît. Il y aura un fonctionnement coopératif avec l'utilisation d'Internet. Et donc, je prends cet exemple-là pour montrer que c'est par là aussi qu'on peut établir de la confiance, par exemple, dans l'usage d'Internet, en ayant des gens qui sont associés à la conception, à comment on va utiliser cet outil, et pas simplement de le décider, de le mettre en place. Vous vouliez ajouter un mot, Florence Devoix ? Je voulais rebondir indirectement sur une remarque par rapport à la construction de la confiance. Une chose qu'on a pu observer, c'est que ce qui marchait le plus, quand une personne arrive pour la première fois sur le projet, elle va simplement rajouter une petite information. Elle est seule en fait, elle fait une modification, c'est un monologue littéralement. Et puis il vient un moment, souvent les personnes qui viennent juste comme ça visiter ne comprennent pas en quoi cela diffère d'autres sites sur lesquels elles vont laisser un commentaire, par exemple, pour faire une micro-modification ou mettre un vote sur un produit. Et elles ne comprennent pas la façon d'organiser le système parce qu'elles ne voient pas la communauté, parce qu'elles n'ont fait que passer très rapidement. C'était juste un petit passage ponctuel. Et les personnes qui restent un peu plus longtemps finissent par se retrouver dans un mode de production qui est, comment dire, linéaire, séquentiel, je dirais, où les gens vont rajouter des morceaux indépendamment. Donc l'article va se construire, par exemple, avec l'ajout successif de micro-informations, par exemple concernant un produit. Et puis à un moment, on commence à faire un peu connaissance et à juger l'autre de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il est capable de juger. Et puis vient un moment où on a une collaboration qui va devenir de la co-création jusqu'au moment où on ne devient plus capable de distinguer qui a fait quoi. Nos mots sont mêlés, nos avis sont mêlés, nos comptes rendus sont mêlés, jusqu'au point où ça devient un véritable travail collectif qui est indissociable des différentes personnes. Et c'est le moment où j'ai vécu ça quand j'ai découvert Wikipédia. Il se trouve que j'étais salariée dans une entreprise depuis 6 ans. Je travaillais avec des collègues à écrire des rapports et je me suis rendu compte que tous les rapports que j'écrivais étaient soit en travail parallèle, soit en travail séquentiel, et en fait chacun travaillait dans son coin. On se faisait suffisamment confiance pour se réunir dans le même espace et d'avoir un travail qui était commun au final, mais chacun continuait à être responsable de sa petite partie. Et sur Wikipédia, en travaillant avec des personnes que je ne rencontrais pas et dont je ne connaissais même pas le nom réel, uniquement en participant et en écrivant chacun nos petits éléments, on a eu plus d'échanges et plus de chaleur et plus de débats et plus de conflits, mais aussi plus de proximité que le travail que je faisais au quotidien avec mes collègues dans mon emploi. Et ce travail-là, je trouve qu'il y a peut-être une réflexion à porter au niveau de l'activité professionnelle qui consiste à dire, quand on dit travail en groupe, c'est pas simplement surimposer 5 personnes, c'est véritablement produire quelque chose de commun. Et c'est uniquement après cet objectif-là, après cette action-là, qu'on arrive à avoir quelque chose qui construit de la confiance. Voilà, c'est bien qu'on ait cette ambition et cette piste nouvelle. Il faut qu'on conclue ce débat. Alors je voudrais vous donner les questions et puis on fait un tour de table rapide, 1 minute chacun, pour nous dire un peu prospectivement ce que vous pensez être les conditions d'une société. Alors, je sais que vous n'avez pas l'expression société de confiance, vous avez critiqué l'expression tout à l'heure à travers le livre d'Alain Persic, mais du rétablissement ou d'un lien, du pari de la confiance. Alors voici, je vous donne les questions, puis vous piochez un petit peu dedans. Dans un contexte où notre société semble faire peu de confiance aux jeunes, ça on a peut-être répondu, comment peuvent-ils faire confiance aux différentes instances où ils ne sont pas ou peu représentés? Vous en avez parlé, un peu, Sybille notamment. Quand la confiance est rompue, comment la rétablir? Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Et qui doit prendre l'initiative? Le schisme perçu comme étant de plus en plus important entre l'image des organisations et la réalité fait-il de la fonction de communication des entreprises un des fondements de la perte de confiance? Alors je ne sais pas si c'est de la confiance ou de la perte de confiance, mais en tout cas sur la fonction communication dans les entreprises. Et puis,
La confiance étant la base, le thème principal de la réflexion, dans le but de construire une économie plus solidaire, plus sociale, plus citoyenne, quels critères d'appréciation de la santé économique d'une entreprise faudrait-il prendre en compte? Allez, on va faire le tour en sens inverse, comme ça on terminera par les philosophes et les économistes. Hugues Civil, rapidement, 1 minute chacun. Juste un mot, moi je pense que l'histoire de la confiance, c'est aussi une affaire personnelle. C'est aussi l'affaire de chacun, de la porter ou non, et en particulier celle des dirigeants. Quand j'étais président du Centre des jeunes des gens de l'économie sociale, on a travaillé sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a une notion d'éthique des dirigeants sur lesquels il faudrait vraiment travailler, parce qu'il leur incombe, du fait de leur responsabilité, d'être eux-mêmes déjà des facteurs de confiance dans la société. Et là, sans doute qu'il y a eu, dans les 2 ou 3 dernières décennies, un certain nombre de dérives. Donc travaillons sur l'éthique des dirigeants. Florence Devoire. Même esprit de synthèse. Je plus sois, synthèse. La deuxième remarque, ce serait de travailler vraiment au niveau de l'équitabilité des processus, et notamment pour tout ce qui est d'implication des personnes. Et impliquer une personne ou impliquer un groupe de personnes, c'est pas simplement lui proposer un texte et établir un sondage qui permet aux gens de voter. Ça veut dire véritablement les impliquer dans la réalisation de ce qu'on essaye de faire. Claude Madère. Oui, moi je crois que la confiance, ça demande, disons, que l'on aille vers plus de transparence que l'on a eu jusqu'à présent dans beaucoup de domaines, et il faut que ce soit, disons, une recherche qui soit consensuelle de progresser, parce que je pense que là ce n'est pas une question de génération, mais que c'est une question générale, parce que je dirais que la méfiance se diffuse un peu comme la calomnie. Serge Papin. Oui, écoutez, à 12h40, je cherchais un élément qui soit dans mon métier et qui rapporte à la confiance. Et je vais vous dire, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, je fais la promotion de ce qu'on appelle le repas à la française. C'est-à-dire s'arrêter pour le déjeuner au moment de midi, avec les collègues de travail, le soir, prendre le temps de dîner, entre amis, en famille, parce que ça crée des liens, donc ça crée de la confiance. Ça rassemble aussi le pouvoir d'achat, parce qu'on fait un peu de cuisine, ça coûte moins cher. Les produits sont sains, ça ramène à la santé. Et il est 12h40, j'ai un déjeuner derrière. Et voilà, j'en profite pour le dire. Non, mais ça a l'air comme ça de rien, mais vous savez, c'est à partir de petites choses comme ça aussi où on peut reconstruire du lien. C'est dans ce moment-là où les gens se parlent. Oui, voilà, les gens se parlent. Parce qu'on nous avait promis, on nous avait dit... Vous savez, les sociétés anglo-saxonnes, on mangerait n'importe quoi, à n'importe quelle heure, en prenant dans notre frigo. On est en train de tourner la page de tout ça. Et finalement, ce contexte, il a au moins de ça de bon, c'est que les gens réfléchissent à se dire qu'est-ce qui fait qu'une société se structure de manière agréable. Et ça en fait partie. Et voilà, comme il est 12h40, j'en profite pour vous le dire. Alors, il y aura un déjeuner après, mais pas tout de suite après le débat. Michaela Marzano, 20 minutes, vous trouviez que c'était un peu insuffisant. Alors, j'imagine que ça va être Oui, je vais essayer juste il y avait plusieurs questions. La seule à laquelle je peux essayer de répondre est comment faire quand la confiance a été rompue ou trahie pour la rétablir. S'il y a une chose qui blesse les plus, alors même si c'est 2h40, je vais parler peu, mais je ne peux pas parler trop vite parce qu'avec mon accent italien, sinon je tombe sur les mots. Donc, et puis parce qu'il faut réfléchir. Alors, je l'ai fait exprès. Parce que les messages que je vais faire passer, c'est celui qu'il faut du temps. Si la confiance a été trahie, il faut pouvoir soigner la blessure, parce que la trahison, elle blesse toujours. Et pour pouvoir soigner une blessure, il faut du temps. Donc, pour rétablir la confiance une fois qu'elle a été rompue, il faut prendre le temps, d'une part, de se soigner et d'autre part, de donner la possibilité à l'autre, à ce moment-là, de faire des preuves. Parce que si on lui a fait confiance une première fois et que la confiance a été trahie, par la suite, il faut attendre un certain nombre de preuves pour voir que le changement a eu lieu. Voilà. Il faut du temps. Mais c'est vrai aussi sans doute dans l'économie, Yann Algan, et c'est pas parce qu'on va se réunir un dimanche pour essayer de faire croire que tout va se résoudre et qu'on va avoir ce choc de confiance qui va forcément venir. Oui, je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps pour changer en profondeur nos modes de fonctionnement des institutions, à commencer par l'école. Je pense que c'est un vrai chantier.
ça conditionne aussi le mode de fonctionnement des pratiques de l'entreprise. Maintenant, je pense qu'on a aussi des agendas un peu plus resserrés et je suis très sensible à cet argument un peu dans un cadre de réforme séquentielle. Quelles sont les premières réformes que vous pouvez faire? C'est vrai qu'il faut du temps pour construire la confiance, mais elle se détruit très très vite. Et là-dessus, l'exemplarité des élus ou des dirigeants est vraiment essentielle parce que c'est certainement la confiance la plus complexe et celle que vous amenez le plus loin, mais en même temps qui est liée au pouvoir. Et là-dessus, la France a un vrai déficit d'encadrement des conflits d'intérêts et de la transparence des pouvoirs publics. Merci à vous. Je voudrais qu'on vous remercie déjà, mais vous ne bougez pas, pour la densité, la qualité de vos propos et de vos échanges.